les stats à la base, c'est les pays anglo-saxons, c'est souvent beaucoup les US, mais aussi dans ce qui est du foot, l'Angleterre. Et en l'occurrence, effectivement, Opta déroge pas à la règle. Opta a été fondé en Angleterre. Après, on s'est installé en France, on s'est installé dans plein d'autres pays. Bien après ou à peu près en même temps ? Le bureau français, que je dise pas de bêtises, là je serais bien embêté d'en dire, est né, me semble-t-il, en 2006. Si je dis pas de conneries, Loïc. Je crois que tu ne dis pas de conneries. Même sans avoir la date exacte, c'est juste pour savoir, est-ce que par exemple, les autres pays, dont la France, ont mis quand même plus de temps à s'y mettre Oui. Non, vraiment, il y a une vraie avance des pays anglo-saxons là-dessus. Et effectivement, il y a potentiellement 10 ans d'écart entre le lancement en Angleterre et le lancement en Allemagne, Espagne, Italie, France, etc., qui est intervenu plus tard. Mais c'est un retard qui a tendance à se combler aujourd'hui. Alors en tout cas, sur le volet média, qui est mon cœur de métier, c'est un retard qui aujourd'hui se comble petit à petit avec des leaders sur le marché qui utilisent beaucoup la data en France comme elle peut être utilisée en Angleterre. Sur le volet pro, c'est moins vrai. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion de discuter. Il y a beaucoup d'avance. Par exemple, une des premières fois que le grand public a entendu parler de data dans le sport, c'est via le film, par exemple, Le Stratège, tu vois. On le sait, on en a déjà parlé dans le stream. Comolli, qui est le président du TFC, est allé voir les présidents de ce club de baseball pour savoir comment en termes de temps, cette histoire-là, vous l'avez en tête un peu, elle se passe à quel moment Elle se passe dans les années 80. Fin des années 90. Des années 90 C'est Auckland, hein, c'est ça, les A's, ouais. C'est ça. Et je sais pas comment on dit, mais je suis pas familier du tout avec le monde du baseball, mais effectivement l'idée, pour ceux qui n'ont pas vu le film, peut-être pour la résumer très brièvement, le film c'est un livre d'ailleurs à la base, c'est une histoire vraie à la toute origine. C'est donc un directeur sportif qui choisit de faire confiance à un type qui est très basé sur les datas et sur le fait de faire confiance à des joueurs qui sont pas forcément extrêmement populaires parce qu'ils ont un point faible qui se voit beaucoup à l'écran, mais grâce aux métriques que le mec a construit avec sa petite base de données à lui, avec ses petites mains, il dit non, si tu le repositionnes à ce poste-là, si tu lui demandes de faire ceci ou cela, ce mec-là est meilleur qu'un tel à moindre coût. Et en fait, voilà, c'est ça l'idée des Aces d'Auckland, c'est une équipe qui a moindre budget, a réussi à construire une belle équipe qui a aligné une série de victoires record en championnat à l'époque, sans gagner le championnat. Ceci dit, ils n'ont pas gagné le championnat, mais une série record qui, je crois, a été battue il y a quelques années. Mais en gros, voilà pour l'idée. Et c'est là, effectivement, que ça a démocratisé l'usage de la data, en tout cas dans le monde pro. Bambi qui est au taquet. En tout cas, il va nous raconter tout le film avec Billy Bean. Ça fait plaisir. Et tout le. Mais du coup, eux, c'était des stats et des données qu'ils utilisaient et qu'ils trouvaient eux-mêmes, ou ils faisaient déjà appel à un organisme de data, de stats ? Non, je pense que là, pour le coup, on parle vraiment d'un gars qui a créé sa propre base de données. Ouais, on peut dire ça comme ça. Enfin, en réalité, j'en sais rien, mais je pense vraiment qu'à l'époque, ces organismes-là n'existaient pas. En tout cas, c'était un précurseur, le mec. Pas, clairement. Et on peut parler de précurseur. Et en fait, ce qui est surtout beau dans l'histoire, c'est que ça a marché. Ouais. Et en fait, c'est le fait que ça a marché qui derrière donne envie à d'autres de s'en inspirer. Je crois qu'à la fin du film, Brad Pitt, qui joue qui est l'acteur principal du film, est recruté, enfin, en tout cas, est démarché par les Red Sox, qui est le plus grand club de baseball. Et il n'y va pas, mais bon, en tout cas, ça montre que tous les grands voulaient s'inspirer de la méthode. Et d'ailleurs, aujourd'hui, maintenant, tous les clubs pros s'inspirent de cette méthode-là et se basent sur les data. Il y a peu de clubs aujourd'hui qui réussissent en faisant une politique absolument zéro data. Autant on peut expliquer qu'il y a des joueurs, des clubs qui ne réussissent pas tout en utilisant la data, peut-être parce qu'ils l'utilisent mal, mais c'est un autre débat. Autant on voit zéro club aujourd'hui se décider de punir complètement la data de leur utilisation. Ça n'existe pas. Excuse-moi, changer le titre, comme ça les gens savent à quoi s'attendre en arrivant. Ok, très cool. On n'a pas tout compris. On n'a pas tout compris. C'est ça. Dans le milieu du foot, de plus en plus, on commence à comprendre l'utilisation de la data, etc. Mais c'est vrai que tu as encore pas mal de gens réfractaires et à qui ça fait peur, tu vois. Enfin, je sais pas, vous, toi, tu es dedans jour après jour, même toi, Loïc, mais vous avez pas un peu ce ressenti des fois qu'il y a encore des gens qui sont frileux par rapport à ça ? Clairement. Ouais. Clairement, je sais pas si. Il y a des gens qui sont frileux par rapport à ça, mais c'est aussi générationnel. Ouais. C'est-à-dire que tu verras peu de gens de nos âges approximatifs ou des gens nés en 96 comme Opta qui vont être réfractaires à la data. En vrai, j'en connais pas, à vrai dire. C'est vrai que c'est souvent des gens qui ont leurs petites habitudes ancrées de préparer un match avec les données qu'ils ont à disposition sans forcément avoir envie de regarder un match où il y a 50 chiffres qui sont balancés tout le temps pendant le match. Et oui, je peux entendre certaines critiques ou certains reproches où parfois il y a une surutilisation de la data ou en tout cas une utilisation pas forcément à bon escient. Mais c'est aussi là
notre job, en tout cas notre job à nous chez Opta et à toi Loïc ici à RMC, que de démocratiser son usage et de le montrer quel est le bon usage de la data. On revient à la collecte, là c'est ça, tu veux qu'on parle de la collecte sur les données, en fait. Là, je préparais là. C'est vrai qu'on n'a pas commencé par le commencement, parce qu'on parle de l'utilisation de la data, mais d'ailleurs, il faut savoir comment elle est collectée, en fait, cette data, parce qu'il y a bien des gens, c'est pas des robots, il y a plein de gens en fait, qui ne savent pas en fait, comment ça se passe, Dame. Non, parce qu'effectivement, il y a des sociétés qui le font via des robots ou via des caméras qui centralisent tous les faits et gestes d'un joueur. Effectivement, c'est pas la façon de faire chez Opta. Là, vous voyez qu'il y a 2 personnes qui sont devant les... Donc ça, c'est pendant un match ? Ouais. En direct, pendant un match, il y a 3 personnes qui vont bosser dessus dans la collecte. On parle juste de collecte. Ouais. Hein. Dans la collecte, vous avez 2 personnes. Donc là, on n'est plus dans la collecte, déjà, on est sur l'analyse derrière que nous... Ok, je peux remettre si tu veux... Mais non, c'est pas grave, mais c'est juste, voilà, tu vois, là, sur la collecte, là, le match, il est diffusé sur un écran, et tu as 2 analystes qui sont en face à l'écran, un pour chaque équipe. Mettons que c'est un match entre, je sais pas, je dis n'importe quoi, Lorient et Reims. Ouais. Tu as un analyste qui est spécialisé pour Lorient, qui pendant toute la saison va travailler que pour les matchs de Lorient, enfin, peut-être pour d'autres équipes dans d'autres championnats, mais en tout cas, les matchs de Lorient, c'est lui qui va les faire. Comme ça, il connaît les joueurs sur le bout des doigts, s'il y a un changement, etc. S'il y a un joueur juste en voyant le numéro de maillot, il va pouvoir reconnaître le joueur parce qu'il bosse toute la saison avec ces joueurs-là. Donc le mec fait Lorient, l'autre fait Reims. Dose de taf, c'est et donc en fait, dès que Lorient a la balle, la moindre passe, le moindre ballon touché, le moindre dribble, il va l'entrer dans son clavier. Donc là pour le coup, ça c'est un taf de fou. Là tu vois, ils ont des souris, bon, là on voit pas, ils ont des souris plutôt normales, mais c'est des claviers spéciaux et souvent les mecs c'est des gamers qui sont habitués, en fait, qui viennent du jeu vidéo, qui sont habitués à taper super vite, là qui ont une formation de 3 mois, hein. T'es pas lancé comme ça dans le truc, t'es formé pendant 3 mois. Et après, on te lance sur un match pour voir un petit peu comment tu peux t'en sortir. Et en gros, ils vont à chaque passe d'un joueur mettre la souris du point A du départ de la passe au point B de l'arrivée de la passe. Ils vont rentrer sur le clavier la touche qui correspond à la passe. Après, pareil pour un duel. Et des touches comme ça, t'en as des combinaisons de touches, t'en as des centaines, enfin autant que de gestes peut faire un joueur pendant un match. Et à la fin d'un match, ça nous donne 2000 événements qui sont collectés en moyenne. 2000 événements sur un match. Évidemment que sur le Barça Tiki-Taka de la grande époque, c'était forcément un peu plus galère. L'enfer pour les mecs. Pour l'analyste, il fallait se coltiner. Fallait se lever tôt. Après, tu vois, souvent sur un match, on s'en rend peut-être pas forcément compte quand on est dans le feu de l'action, mais tu as quand même souvent des arrêts de jeu. Les arrêts de jeu, c'est l'occasion aussi pour la 3e personne, parce que je te disais qu'il y avait 3 personnes sur un match d'entrée en jeu. C'est donc une personne qu'on appelle data checker qui sera derrière et qui voilà. C'est ce que j'allais dire. Typiquement cette personne là qui va voir, qui est le chef, et qui va voir à la fin du match. Il y a un litige, je suis pas sûr là que ce soit, je dois compter une passe ou un centre sur ce truc-là. Ok, laisse-moi faire voir l'action. Ok, machin. Donc ça arrive soit à la fin des matchs, soit pendant un arrêt de jeu, soit à la mi-temps, etc. Votre objectif, c'est d'avoir 0 erreur ou... Ça n'existe pas le 0 erreur. Okay. Donc, c'est de s'en rapprocher le plus possible. 0 erreur, ça n'arrivera jamais. Il y a toujours un moment donné, si tu regardes des vidéos d'archives qu'on veut rentrer, je sais pas, là pendant l'été par exemple, on essaie d'enrichir notre base de données avec des vidéos d'archives pour rentrer tous les buts de Zidane, un truc comme ça. Et des fois, la qualité de la vidéo fait que est-ce que c'est machin ou bidule qui a fait la passe, je suis incapable de te le dire. Tu verras jamais. Donc c'est des trucs où on pourra pas savoir. Mais en tout cas, oui, c'est de s'en rapprocher le plus possible du 0 erreur. Donc en fait, à chaque match qui soit analysé comme ça, forcément, dans le feu de l'action, il y a des erreurs qui peuvent être faites le moins possible, mais ça peut arriver sur des passes, des dribbles ou des trucs comme ça. Sur les tirs ou les buts, on va quand même être relativement safe. Et donc c'est pour ça que c'est checké en live par un gars qui derrière revient sur chaque action. Et à la fin du match, on refait ce processus-là. On remate le match avec 2 analyses différents, ce qu'on appelle le post-matching, pour en fait faire matcher le plus de data possible. Là où il y a un conflit, on le regarde et on décide, en fait non, c'est machin qui avait raison ou c'est bidule. En faisant 2 fois l'événement, on s'assure qu'il y a le moins d'erreurs possible. Mais 0 erreur, on n'aura jamais cette prétention-là, c'est pas possible. Bien sûr. Mais même une machine. Déjà, il y a Alex Mousse, bienvenue à toi pour ton premier message, qui dit « Bonjour Damien, très fan de vous, d'un certain Alex DM, très brillant. » Je sais pas si tu vois qui c'est. Je vois parfaitement qui c'est. On salue Alexandre de Moussac, qui nous regarde donc depuis les locaux d'Opta. Dépucelage pour Alex, quand même. Message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Ouais. Et voilà, dépucelé, c'est bon. Super intéressant, je pensais que c'était automatisé. Quel est le taux d'erreur lors d'une collecte ? C'est marrant, on en est venu à parler naturellement de ça, mais t'as à peu près un taux d'erreur ? On peut pas parler de taux d'erreur, on sera sur du 99,x% de bonnes collectes. Et en fait, nos analystes sont aussi évalués sur ça, c'est-à-dire qu'on a des analystes qui sont basés dans différents pôles à travers le monde, qui sont basés sur la qualité de leur collecte. Donc les meilleurs analystes qui vont faire les matchs avec des champions, etc., ont en 99, quelque chose. Et ceux qui sont moins bons vont peut-être pas forcément être mis sur les meilleurs matchs, mais c'est un training. Ils font la Belgique. Il y a Bamblil qui vient d'offrir un abonnement à Alex Mousse.
ça fait plaisir. Ouh là là. La communauté, elle est là. La communauté, elle fait plaisir. T'inquiète. Ça veut dire quoi quand t'as un abonnement du coup? Ça veut dire qu'en gros, tu sais, sur Twitch et tout, t'as des pubs et t'as aussi des avantages quand t'es abonné. Ok. Par exemple, des emojis, des trucs comme ça. Ok. Et là, Bamblil a offert un abonnement à ton collègue, à Alex Donc Mousse. Alexandre a un abonnement parce qu'il fait le compte sur Vente. Voilà. Exactement. On aime beaucoup la connerie dans le chat. Ok, ça me va. On les a bien éduqués. Vas-y. Pierre Singer qui dit le jour où une intelligence artificielle pourra faire ça, on n'aura plus besoin de le faire manuellement. Les intelligences artificielles peuvent déjà techniquement faire ça. On a certains concurrents qui se reposent sur des intelligences artificielles. Je lis avec la question de Bucket Buenos qui dit est-ce que vous utilisez le machine learning, un programme qui fonctionne par apprentissage manuel? C'est un peu lié, non? Alors non, Non, nous, vraiment c'est de la collecte manuelle. Okay. En revanche, effectivement, sur la collecte, par exemple, de ce qu'on appelle le tracking, nous, tout ce dont je viens de te parler là sur la collecte, c'est de la collecte avec ballon. C'est-à-dire que nous, on va collecter à Opta, en tout cas originellement, si je puis dire, que les événements d'un joueur avec le ballon. Tout ce qui se passe sans le ballon, les déplacements, enfin le tracking, en fait, on l'a pas. En revanche, maintenant, on fait appel à des logiciels, effectivement, qui vont traquer avec des caméras tous les faits et gestes du joueur. Mais ça reste en addition, c'est-à-dire que tout ce process que je viens de décrire et le fait que ce soit l'intervention humaine, on y tient, on veut que ça reste comme ça. Et personnellement, c'est un débat qui, je pense, est intéressant, mais je ne crois pas qu'un jour la machine pourra arriver à distinguer mieux un joueur que l'humain. Tu penses pas? Même s'il y a des techniques de scan en 3D d'un stade? En fait, il y aura toujours le jour où il y a un dysfonctionnement. Si tu veux, par exemple, je te prends un exemple tout bête, mais qui est concret puisqu'il nous est arrivé cette saison. On se repose sur des machines pour le tracking, enfin sur des caméras qui captent et qui font le tracking. Il y a sur 90 minutes de match x 10, 900 minutes par journée, x 38 matchs. Il suffit qu'il y ait 5 minutes de merde, t'as pas des données complètes. Ouais. Alors que nous, là, sur la collecte qu'on a, on va pouvoir revenir sur ces 5 minutes, les collecter à la main. Si t'as pas les machines, si la caméra a planté à un moment M dans le stade, c'est fini. Ouais. Et ça arrive quasiment toutes les semaines. Okay. Donc, et puis tu as aussi la question de l'interprétation, parce qu'en fait, nous, on fait une interprétation humaine de certaines actions, ce que serait pas peut-être en capacité de faire une machine, tu vois ce que je veux dire? Plusieurs fois, tu te souviens, avec les analystes, on se disait, mais ça, on le compte comment? Et en fait, après, tu es obligé de réfléchir, et tu vois, tu as des différents points de vue qui se confrontent. T'en as qui disent, oui, c'est une passe décisive, parce que c'est donc selon la définition d'Opta, la dernière passe avant un tir, mais dans là qui disait oui mais regarde là c'est pas une passe vraiment parce que en fait il perd le ballon et ça arrive à l'autre joueur. Je pense, je sais pas ce que t'en penses Dame, mais à mon avis la question de l'interprétation rentre en cause et plaide aussi pour le côté collecte humaine. Alors, je dirais pas qu'elle est meilleure qu'une collecte automatique, mais peut éviter ces écueils-là, peut-être. Elle est différente, en tout cas. Et après, je sais pas, parce que je pense effectivement qu'avec le machine learning, on peut commencer à donner une sensibilité à la machine et lui donner lui apprendre à interpréter une assist ou quoi. Mais moi, j'insiste vraiment sur, je pense plutôt ces contraintes techniques. Je te prends un autre exemple tout bête qui est arrivé en toute fin de saison, le dernier match de la saison à Marseille. À Marseille. Non, mais parce que Marseille, tu sais, se qualifier la dernière seconde pour la Ligue des Champions. Et donc, ambiance de fou dans le stade, fumigène et compagnie. Fumigène, caméra, plus. Ah ouais, de fou. Fumigène, j'aime bien Dame. Fumigène, caméra, pas data. Génial. Mais exemple parmi d'autres, mais tu vois. J'avais gardé ta question BG 2669 pour faire le lien avec ce qu'on a préparé avec Loïc. En basket, sur les stats avancées de match, il y a souvent sur les sites 4 stats mises en avant comme les plus importantes. Est-ce qu'il y a quelque chose de similaire au foot? Des stats. Avec Loïc, en tout cas avec Loïc, on a mis 5 stats qui reviennent très souvent. Vous avez beaucoup entendu parler. La plus connue, ça reste l'expected goals. En ce moment, on en parle beaucoup. Okay. Et on a fait une liste de 5 stats qu'on entend souvent et qu'on va pouvoir expliquer aux gens comme introduction en gros, quoi, tu vois. Donc la première, on a marqué les XG. Okay. On entend souvent que ce sont les expected goals. Okay. À chaque fois, si tu devais expliquer en une ou deux phrases très simples, qu'est-ce que représente cette stat? Par exemple, expected goals. Ok. Pour essayer de faire le plus schématique possible, déjà, à quoi ça sert? L'expected goal, ça sert à quantifier, à mesurer la qualité d'un tir, et donc a fortiori, si on l'expose sur une saison, par exemple, à mesurer la qualité d'un joueur, des tirs du joueur. Donc, sur chaque tir qui est produit par un joueur, il y a une valeur expected goal, qui sera comprise entre 0 et 1, qui correspond au pourcentage de chances que ce tir a d'aboutir à un but. Si je tire du point de pénalty sur un pénalty tout bête, j'ai, historiquement, sur la base de données qu'on a, qui repose sur des dizaines et des dizaines de milliers de tirs, 79% de chances de convertir mon tir en but. Donc j'ai
0,79 XG sur mon tir. Ok. Si je le marque, très bien de commencer par ça, c'est lourd. C'est le penalty, mais après, par exemple, si c'est une frappe de l'extérieur de la surface avec 2 défenseurs intercalés et que je tire de gauche, voilà, et bien là, j'aurai 0,03 XG. Ça veut dire que sur 100 tirs de ce type-là, il sera marqué que seulement 3 fois en moyenne, sur des milliers et des milliers d'exemples précédents. Et ça, quand tu fais la collecte manuelle, c'est des situations que les équipes connaissent. Genre, cette situation, c'est 0, un tel pourcentage de chance de le mettre. Comment ça se passe ? Tu as des zones qui vont être délimitées sur le terrain. Après, là, ça. Excuse-moi, t'inquiète. Mais tu veux boire quelque chose ? Écoute, je dis pas non, un petit verre d'eau. Je vais chercher, restez là. Ouais. Ah merde. Vous dérangez pas pour moi. C'est chiant, en vrai, Loïc, reste là, c'est pas grave, je survivrai sans eau. mais non, mais. Non, mais en gros, oui, tu as des zones sur le terrain où tu sais que voilà, les XG sont plus ou moins forts, mais ça existe. Enfin, aujourd'hui, avec les modèles perfectionnés d'XG qu'on a, c'est encore plus alambiqué que ça, c'est-à-dire qu'on va mesurer s'il y a un défenseur intercalé, s'il y a 2 défenseurs intercalés, la distance du défenseur par rapport au ballon, le pressing, etc. Donc non, il n'y a pas vraiment de mesures comme ça qui peuvent être faites aujourd'hui. Simplement, cette métrique-là, elle est intéressante. Pourquoi ? Déjà parce qu'elle va nous permettre de dire ah ouais, là c'était une super grosse occasion, le mec il a vraiment fait de la merde. Et surtout si on l'étend à une saison par exemple, ou déjà regardons sur un match. Tu vois, sur un match, ils ont dominé. Regarde, ils ont fait 30 tirs, les autres ils ont fait que 3. Ok, c'est une façon de voir le match, effectivement. Simplement, si on va plus loin, on regarde que les 30 tirs, il y en a 27 qui sont de l'extérieur de la surface. Les 3 tirs, c'est 3 tirs en contre-attaque où ils étaient seuls face au but. Ils ont des actions finalement beaucoup plus franches. Et ça, les expected goals vont être capables de te le mesurer. De te dire, en fait, oui, 30 tirs à 3, certes, mais en fait, si on regarde les XG, les expected goals du match, il y a 2,3 à 1,7. Donc, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu vois, mais c'est au hasard. Mais c'est pour dire que finalement, une équipe qu'on pensait dominante, n'a pas forcément tant dominé que ça. Donc, ça, c'est sur un match et surtout sur une saison. Moi, ce que je trouve assez intéressant de voir, c'est par exemple, tu vois une équipe qui va avoir tendance à surperformer beaucoup. C'est-à-dire surperformer, c'est marquer beaucoup plus de buts que ce que ses expected goals disent qu'elle aurait dû marquer. Et ça, ces équipes-là, si tu joues par exemple à mon petit gazon, ce genre de truc, repère les joueurs qui à mi-saison sous-performent, c'est-à-dire marquent beaucoup moins qu'ils n'ont d'expected goals. Parce que ça, ce sont des joueurs qui soit sont vraiment très mauvais. Si moi tu me mets sur un terrain de Ligue 1 demain, je vais sous-performer, c'est évident. Et c'est pas parce qu'à mi-saison je sous-performe que je vais pas continuer à sous-performer, je vais continuer à sous-performer. En revanche, un joueur moyen de Ligue 1, eh bien, il va équilibrer. Voilà. Donc il va surperformer sur la deuxième part. Exactement. Il y a de fortes chances que ça marche comme ça. Et donc, c'est ça. Et en fait, là où l'expected goal est un métrique qui nous permet de mesurer les top joueurs, c'est qu'un joueur comme Messi, un joueur comme Ronaldo, un joueur comme Neymar, ou je peux t'en citer d'autres, eh bien, ils vont surperformer tout le temps. Bon, mauvais exemple, Messi sous-performe cette saison, mais en réalité, tu vois, c'est des joueurs qui sur l'ensemble des saisons de Ligue 1 ou les joueurs qui surperforment sont les top joueurs. Il n'y a pas de secret en réalité. Et Dame, j'en profite, tu parles XG, t'as Bambi qui dit on peut avoir son avis impartial sur la demi-finale France-Belgique, qui a eu le plus d'expected goals. Est-ce que tu t'en souviens ou est-ce que tu veux que je réponde ? Parce que j'ai la réponse. Ouais, alors je me souviens que c'est la France. Attends, mais demi-finale de Coupe du Monde ? Ouais, de Coupe du Monde 2018. On parle pas de Ligue des Nations. On a volé le match, tout ça. J'imagine que c'est ça dont tu parles, poteau, là. Mais c'est un Belge, notre copain Bambi ? Peut-être non, je pense justement... Je sais pas, il commande une bière juste au-dessus, ça peut être. En fait. Ah oui, effectivement, j'avais pas pris en compte cette remarque. Mais non, alors vas-y, tu as les chiffres en tête, mais non, oui. Bien sûr que non, français. Oh, hein, oh. De toute façon, on est géobloqué, donc. non, mais ouais, c'était la France qui avait eu le plus d'expected goals. J'ai plus les chiffres exacts en tête, et c'était de toute façon la France qui avait plus tiré dans ce match, tout simplement. C'était un des seuls matchs du mondial où on tire plus que l'adversaire. Donc en termes de stats, on mérite de gagner cette demi. Ah ouais, non, mais on se procure les meilleures occasions, en tout cas. Intéressant. Sans problème, ouais. Intéressant. Est-ce que vous avez bien compris le chat, les expected goals en tout cas ? Et si un des modos peut me lancer un sondage sur qu'est-ce que vous pensez des stats, des datas, vous faites confiance, vous faites pas confiance, ou quelque chose comme ça, je vous fais confiance pour la formulation. Ça peut être beaucoup de confiance. Je reprends la phrase de, alors je sais pas si je prononce bien, mais Pierre Singers qui nous dit on peut pas définir juste le sport juste par rapport aux stats. C'est pas du tout la prétention qu'on a non plus. Et effectivement, évidemment, qu'il peut y avoir plein de matchs où tu as plus d'expected goals que ton adversaire et tu n'arrives pas à gagner pour autant. C'est la beauté du sport, sinon plus personne ne regarderait du foot s'il suffisait juste de se procurer les meilleures occasions pour gagner. Ça ne marche pas comme ça, mais c'est juste une métrique supplémentaire qui nous permet de quantifier la qualité d'une équipe ou d'un joueur ou d'un match, et c'est juste une donnée à prendre en compte au moment de regarder. Grover qui nous fait une passe D qui dit le fait que la qualité du gardien ne rentre pas en compte dans l'expected goal, est-ce dommage ? Alors, reste un petit peu. Il y a une des stats qui va peut-être t'intéresser,
qui va peut-être t'intéresser. Oh, ce teasing. On est là. Pour l'instant, on passe à l'XA, qui est l'expected assist. Ouais, on est sur le même genre de modèle, à savoir que chaque tir est pris en compte dans un expected goal et a une valeur expected goal, et bien chaque passe a une valeur expected assist, c'est-à-dire la propension de la passe, la possibilité que la passe puisse être une passe décisive, donc une assist, in fine, donc une passe à mi-terrain, enfin entre deux défenseurs centraux qui s'échangent la balle pendant 2 minutes parce qu'ils essaient de gagner du temps, ça va fatalement avoir une valeur expected assist extrêmement faible. A contrario, une passe... l'extérieur du pied de Modric... Et ben justement, tu vois, c'est là où l'expected assist va pouvoir potentiellement avoir son intérêt, c'est que peut-être que, on va dire 3 joueurs sur 4 ne convertissent pas en but cette magnifique passe. En l'occurrence, elle l'est. Mais imaginons qu'elle ne l'est pas, le mec il est crédité de 0 passe décisive, il est crédité de même potentiellement 0 dernière passe avant un tir si l'attaquant ne tire pas. L'expected assist, elle va être là pour te dire ok, là ça a une forte valeur expected assist. Donc c'est plus l'attaquant qui a chié, quoi. Potentiellement, en fait, l'expected assist, elle va te permettre de voir les bons passes. Si un top joueur joue dans un club flingué, ou en tout cas un club où il y a des attaquants qui ne convertissent pas leurs occasions, on va pouvoir le voir grâce aux expected assists, parce qu'il aura une valeur expected assist élevée, et potentiellement un différentiel entre ses expected assists et ses assists réellement faites au cours de la saison élevé. Et là, on va se dire, attention, il y a potentiellement un gros joueur. Et pareil, là où c'est important, c'est comme avec la mesure des expected goals, il faut que cette métrique se mesure dans le temps. On ne va pas s'arrêter à 2-3 matchs, ni même à une demi-saison, pour en tirer des conclusions. Il faut que dans le temps, elle se vérifie pour qu'on puisse effectivement arriver à la conclusion qu'on est en face d'un bon joueur. Magder qui pose une question par rapport au jeu FIFA. Est-ce que l'IA, l'intelligence artificielle du jeu FIFA, est aussi performant que Opta ? Je t'avoue que j'en ai aucune idée dans la mesure où je travaille pas du tout avec eSports, mais ce que je peux te dire, c'est qu'effectivement dans eSports, ils ont aussi cette mesure métrique maintenant des expected goals. Je crois pas qu'elle s'appelle comme ça, chance de but, je crois qu'ils appellent ça dans FIFA. Mais en tout cas, oui, c'est basé sur exactement le même principe et le même calcul. Les expected goals, on les mesure d'une manière donnée chez Opta. On a d'autres concurrents qui le mesurent d'une autre façon, etc. In fine, on arrive souvent à des chiffres relativement similaires, mais les méthodes de collecte peuvent être un peu différentes. Alors que le sondage est parti, hein. Les statistiques dans le sport, c'est essentiel pour moi. C'est de la sorcellerie. Je ne regarde pas. N'hésitez pas, j'aime beaucoup. Bien joué. Je ne sais pas qui a lancé le chat, le sondage. Je crois que c'est Grover. Bien joué, il est pas mal. Prochaine stat dont on a pour beaucoup entendu parler une première fois cette année. On en a parlé d'ailleurs dans l'after concernant Mike Maignan. Et justement on en parlait juste avant. C'est l'expected save. Où on s'est rendu compte on l'a vulgarisé un peu, que Mike Maignan a un taux de save cette saison d'XS en tout cas énorme comparé aux autres gardiens de Serie A. Ouais. On est sur le même modèle, c'est-à-dire que ce qu'on va mesurer, expected save, ok. On l'appelle pas comme ça, c'est pour ça. On l'appelle pas comme ça. C'est pour ça que je te disais qu'on l'a vulgarisé. T'as raison. Non, mais c'est très bien. Et comment vous l'appelez on l'appelle mal. On l'appelle XG on target conceded. Okay. Donc pas forcément hyper clair. Moi, j'avoue que lorsque je le mets dans des phrases rédigées, je préfère dire selon le modèle des expected goals, sans rentrer dans le détail que c'est pas des expected goals mais des expected save, etc. Ouais. Et tu peux dire, est-ce que tu pourrais dire but évité à son équipe ou but qu'il a coûté à son équipe aussi, par exemple? Dans une phrase rédigée, je dirais comme ça, but évité selon le modèle des expected goals. Il a évité X buts à son équipe selon le modèle des expected goals. Et quand je dis but évité, c'est que je mets en relation donc la valeur XG concédé du gardien et le nombre de buts réellement concédés par le gardien. Et le nom, en vrai, le vrai nom est pas mal parce que tu comprends qu'il est directement lié à l'XG, à l'expected goals. Ouais, il l'est. Mais c'est vrai que c'est parfois un peu bâtard. Moi, tu vois, toujours dans ce process de démocratiser la data, tu vois, ce sont des données qui sont hyper intéressantes quand on les comprend, mais si on les balance à la tronche des gens comme ça sans les expliquer tout en même temps, c'est beaucoup à assimiler. Et pour le kidam qui suit pas forcément trop le foot, etc., prendre XG, XA et XS dans la tronche d'un coup, bien sûr, ça fait beaucoup. Et surtout si on dit XG on target conceded, là on perd. Mais aussi parce que c'est nouveau. Ça se trouve dans 10 piges, tout le monde sera rodé. C'est des anglicismes aussi, hein. Tu vois, mais c'est l'XG aujourd'hui rentre peu à peu dans les mœurs. Mais donc c'est pour ça, tu vois, qu'en laissant le temps aux choses, ça va se faire. Tu parlais de génération tout à l'heure aussi. Pour notre génération et même la génération qui arrive après nous, je pense qu'on a à peu près tous le même âge. La génération qui arrive après nous, c'est une génération qui a l'habitude de l'anglicisme, des jeux vidéo,
vidéo, etc. Donc moi, personnellement, je sais pas, et dites-nous ce que vous en pensez dans le chat, dans quelques années, ça sera acquis, et en tout cas, ça m'étonne pas que dans le foot, en tout cas, parce qu'on parle principalement de foot, on se tourne vers ces choses-là, tu vois. Clairement. Après, ça prendra un tout petit peu de temps. Tu vois, j'arrive encore pas plus tard que le dernier match de l'équipe de France, le commentateur vedette de TF1 qui je voulais t'en parler. Les expected goals. Grégoire Margoton, on peut citer son nom. mais c'est parce que voilà, il y a des gens qui sont encore un peu réfractaires au concept ou qui n'ont pas forcément bien maîtrisé le concept. C'est pour ça qu'on essaie d'y aller doucement, mais sûrement. Même dans l'after, on peut le dire. Souvent dans l'after, ils sont un peu frileux de ce genre de données. Mais je peux le comprendre s'il y a une surutilisation de la data, tu vois, c'est pareil, c'est toujours pareil, c'est que on te met à l'écran 25 data auxquelles tu ne comprends rien, tu es là sur ton canapé en train de manger tes chips, tu dis qu'est-ce qui m'emmerde avec leurs chiffres, laissez-moi tranquille, regardez mon match. C'est pour ça qu'il faut toujours être précautionneux et surtout moi, mais de toute façon, moi je le vois en interne chez RMC, tu vois, par exemple, toute l'équipe de l'after, les Daniel ou les Gilbert, etc., ils vont être un peu plus frileux. Alors que tu auras toute la nouvelle génération des gens qui travaillent chez RMC, on est déjà un peu plus friand de ce genre de données, quoi, tu vois. C'est effectivement, il y a ce côté générationnel et il y a ce côté où tu as pris l'habitude de regarder un match. Il veut garder son emploi, Loïc. Non, mais en fait, je lisais Cerise et Dilgas, son business de paris promotionnel et stats. En vrai de vrai, si on revient au foot d'il y a 10 ou 20 ans, sans VAR, sans expected goal ou autre, ou autres stats barbares. Je ne sais pas ce que sont les stats barbares. Peut-être les stats. Le plaisir du foot reste présent et même plus intense qu'aujourd'hui. Encore une fois, ça c'est ton avis. Je veux dire, on a toujours tendance à voir le passé comme étant mieux. En gros, voilà. Genre par exemple, le nombre de, tu vois sur Twitter, le nombre de trucs genre regardez cette défense, Maldini, Nesta, on n'a jamais fait mieux, tout ça. Regardez tel attaquant. Tu supportes l'Inter, mais en vrai Maldini, Nesta, on n'a jamais fait. Après, je pense que c'est aussi lié avec tout l'argent qui est arrivé dans le foot. Arrêtez-moi si je me trompe. Où plus il y a d'argent, plus on trouve des moyens de pousser le délire plus haut, tu vois ce que je veux dire, de trouver des recettes pour. Mais là, en l'occurrence, c'est pas uniquement. On demande pas aux gens de payer les stats. En fait, les stats, elles sont présentes dans le foot. Damien l'a expliqué. Surtout pour les clubs et pour les médias. Après, pour les clubs, elles ont vraiment vocation, notamment à la performance. C'est-à-dire que bien évidemment, qu'ils s'en servent parfois pour de la promotion. Mais la data, c'est pas un gadget, c'est pas un jouet, c'est pas un truc tu vois qui est là pour faire joli. Les datas, elles servent aux clubs, elles servent aux joueurs pour chercher entre guillemets l'amélioration de leur performance, et les médias, en tout cas on va dire la plupart, essayent justement en tout cas c'est ce qu'on essaye nous de faire ici chez RMC, c'est de travailler un peu comme les clubs, c'est-à-dire de pas simplement juger sur ce qu'on voit ou sur ce qu'on voit pas, et de se dire on va utiliser les datas pour essayer justement d'affiner nos analyses, d'affiner notre jugement, de fact-checker par exemple des fois certaines choses qu'on pense et sur lesquelles on a tort, parce qu'encore une fois on est sur un sport où l'émotion elle est prépondérante, donc on voit pas les mêmes choses selon que t'aimes telle équipe ou t'aimes tel joueur, tu vas pas voir les mêmes trucs. Toi t'es fan de Marseille, tu vas regarder un match différemment de Damien, je balance, t'es fan de Paris, du coup ça va pas être la même réaction au truc, donc t'es sur un sport ultra émotionnel et sur un sport où la mauvaise foi elle est reine, et sur un sport ultra conservateur. Donc toutes ces données font que effectivement il y a peut-être des réticences, mais en soi j'ai envie de dire faut vivre avec son temps. On est en 2022, il y a une technologie qui permet les datas que Damien nous décrivait, expected goals, expected assists. On est plus encore maintenant, on est davantage dans la donnée qualitative en plus que quantitative, donc c'est un but, c'est pour faire avancer aussi les choses. Donc c'est positif. Après, que tout le monde ait pas tatoué expected goal sur le bras, bon, je peux comprendre, encore une fois, mais il y a une vraie utilité derrière ça. C'est pas pour faire genre, c'est pas pour faire du business, après, c'est important. Sans vouloir me faire l'avocat du diable, je vais la surprendre, mais je comprends l'avis de Cerise aussi, je comprends. Une personne qui est habituée à regarder le foot comme elle l'a regardé depuis toujours et qui voit aujourd'hui beaucoup apparaître de chiffres devant son écran peut être réfractaire à ça. Moi,
Ce que j'aurais tendance à dire à ces gens-là, ils sont beaucoup, sans doute peut-être pas beaucoup dans le chat, parce qu'au final, il y a un aspect générationnel qu'on évoquait tout à l'heure qui rentre en compte, mais ils sont sans doute beaucoup à regarder le match de l'équipe de France, à se dire, voilà, les chiffres, moi je m'en fiche, etc. C'est juste de comprendre qu'on n'est pas là pour remplacer ce que vous voyez sur l'écran, on n'est pas là pour vous dire ce qu'il faut penser en vous donnant des stats et en vous disant c'est la vérité empirique et absolue. On est un supplément d'information. Et en fait, on dit les stats ça sert à rien, etc. Quand je te dis que la Belgique a moins tiré que la France en demi-finale de la Coupe du Monde, c'est un fait. Tu peux me dire que la Belgique a mérité de gagner en me sortant des stats de possession ou que sais-je. C'est empirique, la Belgique a moins tiré que la France. La Belgique a eu moins d'expected goals que la France. On peut discuter pendant 2 heures sur le pourquoi du comment, sur tel stat qui est mal utilisé, qui sert à rien, etc. En revanche, c'est juste un outil supplémentaire de lecture du match. De lecture du match, c'est très important. On comprend pas, et tu choisis de pas le prendre et de préférer le football d'avant. Et aujourd'hui, le football d'aujourd'hui, tu peux toujours le regarder sans stats. En vrai, la plupart du temps, tu peux ne pas y prêter attention. Mais certains y prêtent attention, estiment que c'est intéressant, vont s'en servir, vont aller même en chercher par eux-mêmes sur Internet, etc. Et c'est juste un outil de lecture supplémentaire qui vient te conforter dans ton analyse que tu t'es faite, ou au contraire, infirmer un sentiment que tu avais. Mais c'est juste un outil. Voilà. C'est ça. Comme à l'inverse, si on avait perdu ce match-là, en ayant le plus d'expected goals, on aurait établi qu'on a manqué de réalisme. On aurait pu établir qu'on a manqué de réalisme, on aurait pu tomber sur des Belges qui nous auraient dit on a gardé la possession du ballon, donc c'était mérité. Mais, c'est ça. Oui, voilà, les stats, elles sont aussi sujettes à l'interprétation qu'on en fait. Alors, il y a Groverlord qui dit, est-ce que vous avez déjà vu des stats, est-ce que vous avez déjà vu vos stats de chez Opta détournées pour leur faire dire autre chose que ce que ça veut dire ? Ouais. C'est une très bonne question. Mais en fait, ça revient à ce que je venais de dire juste avant, effectivement, à savoir que ce qui est très important dans les... Alors détourner, je ne sais pas exactement ce qu'on peut entendre par détourner, mais oui, les stats, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Si on te dit que, on va reprendre encore cet exemple du France-Belgique, j'espère qu'il n'y a pas trop de Belges qui le regardent, mais oui, la France a mérité de gagner parce qu'elle a tiré plus. Moi, je te dirais jamais ça. Ouais. Je te dirais juste, la France, elle a plus tiré que la Belgique. C'est un fait. Derrière, tu en déduis ce que tu veux. Et effectivement, détourner la stat, pour moi, c'est un peu de dire, si, les stats sont formelles, la France méritait de gagner. Non. La France a plus tiré que la Belgique. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure par rapport aux expected goals, il y a plein de mesures de dire ça. Et en fait, mériter de gagner un match ou pas, ça veut jamais dire grand chose, on pourra jamais le traduire en stats. Tu vois, je suis intervenant dans une école de sport sur laquelle je leur soumets, je leur apprends un petit peu comment se servir des stats, etc. Et souvent lors des évaluations, je leur soumets cette question: est-ce que telle équipe méritait de gagner, en leur mettant un tableau stats? Et ceux qui me répondent oui parce que les stats disent que machin, non, ils n'ont pas tous les points. Parce que non, on peut jamais répondre oui mériter de gagner ou non pas mériter de gagner parce qu'on voit un tableau stats. C'est beaucoup plus que ça. Mériter ou pas mériter de gagner, c'est un avis. Mériter de gagner, les stats, elles sont là pour te dire voilà, telle équipe était au-dessus dans ce domaine-là, telle équipe a manqué de réalisme, telle équipe a manqué de chance, telle équipe a manqué de maîtrise, telle équipe a manqué de je ne sais quoi. Mais ça reste pareil, encore une fois, une interprétation. Et les interprétations, elles peuvent toujours être fausses. Donc oui, on peut détourner nos stats en leur faisant dire des choses que la stat ne dit pas, mais qu'on a envie de dire nous. Et du coup, après, c'est de la malhonnêteté. Donc du coup, c'est pas la stat qui... en fait. Oui, mais c'est pas de la stat que tu dois blâmer. En fait, le chiffre, lui, il est pas à blâmer. C'est plutôt l'utilisation que t'en fais. Donc encore une fois, tu vois, quand on dit les stats, là je parle des extrémistes, mais du style les stats c'est le cancer du foot, en fait les stats sont des chiffres, voilà. Oui, c'est ça. Sont des chiffres, sont des données qui sont là, qui ont le mérite d'exister. Moi je trouve que c'est quand même plus intéressant d'avoir des données chiffrées sur des matchs à notre époque que il y a 30 ans où c'était pas accessible, parce que ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses à travers la data. Ça nous permet d'analyser beaucoup de paramètres qu'on pouvait pas faire auparavant, et après voilà, encore une fois, c'est comme disait Damien, libre à toi de l'utiliser un peu, beaucoup, très beaucoup, comme moi par exemple, ou pas du tout. Mais encore une fois, tu peux pas remettre en cause leur légitimité et leur utilité. C'est comme dire que demain il va faire 18 degrés. Tu peux pas t'énerver contre moi parce que je te dis ça, c'est un chiffre, c'est un fait. Après que tu dises c'est bon, il va faire chaud, ou je te dis non, 18 degrés c'est pas chaud. Sauf que tu m'avais dit 22 aujourd'hui, et moi je me suis habillé trop léger, j'ai eu froid.
Il y a BG qui nous dit: je refais un parallèle, mais au basket, les stats avancées ont fait que les coachs, en les analysant, ont demandé aux joueurs de diminuer largement les tirs à mi-distance. Est-ce qu'on peut voir quelque chose comme ça apparaître au foot selon vous? Super exemple. Effectivement, on voit aussi c'est un graphique qui était sorti il y a quelques années sur Twitter que tu avais dû voir passer, où on voit que la moyenne de tirs sur les années début des années 90 ou comme ça en NBA comparée à la moyenne d'endroits de départ des tirs aux années 2015 ou que sais-je. Et c'est vrai qu'il y a eu une évolution dingue parce qu'en fait on s'est rendu compte que les tirs à mi-distance c'était pas forcément ceux qui avaient le meilleur pourcentage de réussite, alors que du coup on tirait beaucoup plus à 3 points et encore à 3 points à des données des endroits précis, ou alors à 2 points mais dans ce cas-là en dessous de la raquette. Aujourd'hui on commence, et si on transpose ça sur le foot, à voir certaines tendances. Elles seront jamais aussi marquées qu'au basket parce que le basket est un sport qui vraiment se quantifie très facilement par la stat. Et effectivement, tirer de 2 points ou 3 points, ça n'a pas le même, comment on peut dire en français, dans un français correct, le même sur le tableau d'affichage. Et comme Jacques-Henri Hérault le proposait, ce n'est pas passé, on ne peut pas marquer des buts qui valent 2 points. Donc aujourd'hui, on n'aura pas forcément cette même tendance-là. En revanche, oui, je pense qu'une lecture approfondie des expected goals, peut-être à terme, vont changer la façon dont on tire ou les endroits dont on tire, mais plus généralement, la façon dont on appréhende le foot. Est-ce qu'on estime qu'un jeu de possession, c'est avoir plus la balle que l'adversaire, c'est forcément important ou pas? Est-ce que tirer un corner à 2 à la rémoise, c'est bien ou pas? Est-ce que tirer un corner rentrant ou sortant, c'est bien ou pas? Toutes ces données-là, c'est effectivement des analyses statistiques qui vont nous permettre d'arriver à certaines conclusions, bonnes ou mauvaises, mais en tout cas, chacun se fera sa propre conclusion et potentiellement adaptera son style de jeu en fonction. Carrément. Bon, pour terminer sur les 2 dernières stats de base qu'on voulait vous décrire, il y a les carries, les ballons portés. À quoi sert cette stat? À quoi sert cette stat? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'elle décrit en tout cas? Elle décrit, là pour le coup, la réponse est dans le nom ballon porté. C'est le joueur est en possession du ballon et il avance sur le terrain. Est-ce qu'il avance en progressant, c'est-à-dire en gagnant des mètres, un peu à la manière du foot américain, tu vois? Est-ce que l'important c'est d'aller vers l'avant? Donc on va essayer de quantifier les joueurs qui vont le plus vers l'avant par leur possession balle au pied. Donc tu calcules le mètre qu'il a fait balle au pied? Ouais, tu vois, quand on avait vu tout à l'heure les analystes là, qui rentraient le point A, là on va noter le point A où le joueur a pris la balle, le point B où il l'a laissé, combien de mètres il a parcouru balle au pied et combien de mètres vers l'avant si on prend juste la verticalité. Donc voilà, les carries, ça sert à ça, sert à voir quel joueur porte plus le ballon par rapport à un joueur qui aura tendance à très peu le porter lorsqu'il le touche et s'il va vers l'avant lorsqu'il a le ballon. Souvent on retrouve des latéraux, des pistons. Tu vois, dans ces systèmes hybrides en 3-5-2, les joueurs qui ressortent le plus, c'est souvent en Ligue 1 des Jimmy Cabot, des Jonathan Klaus, des Jonathan Gradit, qui est axial, mais des mecs comme ça, qui ont tendance à porter pas mal le ballon. Mais tu reconnais beaucoup les directives de certains coachs dans ces stats-là. C'est intéressant. La dernière stat, c'est les sprints, les courses à haute intensité. Et ça fait référence à ce dont tu nous parlais pendant la Ligue des Champions sur le profiler, le profil d'une équipe vainqueur. Tu t'es rendu compte de quoi? On s'est rendu compte que depuis 2018-2019, c'était des équipes qui avaient, alors pas le même style de jeu, il y avait des différences, mais qu'effectivement on retrouvait des points communs, notamment la capacité, Dame expliquait ce que c'était, donc à se créer des occasions franches, donc les expected goals, à ne pas en encaisser non plus, donc qui laissait très peu de choses à l'adversaire et qui avait une tendance aussi d'agressivité, des équipes très agressives qui venaient te chercher, qui venaient mettre du pressing et qui notamment courait à haute intensité, donc qui alliait à la fois l'efficacité, la solidité défensive et l'intensité, ce qui peut paraître entre guillemets simpliste, parce que tu peux dire bah oui c'est normal, si tu coches toutes les cases tu vas forcément gagner, mais notamment chez les Anglais, que ce soit Liverpool, Chelsea, c'était très ça se voyait vraiment, on voyait que c'était des leaders dans les stats. Et encore une fois, voilà, là le Real Madrid cette saison cochait pas du tout ces cases-là, et pourtant ils ont gagné la Champions. Et c'est bien de le dire, c'est que la data c'est pas mais c'est pas prédictif en fait, c'est juste on te donne des éléments pour te dire voilà, des éléments chiffrés, mais évidemment quelque chose et le Real Madrid cette saison on est le plus bel exemple en fait, c'est que tu as une part d'impondérable qui est quand même très importante, enfin c'est du foot et du coup bah tout peut t'arriver, c'est pas parce que tu es le meilleur en stats, c'est ce que disait Damien tout à l'heure, c'est pas parce que tu es le meilleur sur le terrain
que tu vas forcément gagner. Et d'ailleurs, ça arrive très souvent que le meilleur ne gagne pas. Encore heureux. Et ça fait aussi... et c'est cool de... Ça fait référence à ce que disait Cerise tout à l'heure. Oui, on perd à cause des datas, on perd un peu de charme, etc. Non. La preuve avec le Real Madrid, qui, sur cette stat-là, n'était pas censé être le vainqueur par rapport à ces datas-là. Et pourtant, ils ont réussi un parcours exceptionnel qui a surpris tout le monde au final. Oui, c'est pas du patinage artistique. C'est ça. On n'est pas là pour noter, pour donner un vainqueur en fonction des expectations ou quoi à la fin des matchs. C'est le score final qui va décider un match. Et ça, c'est pour ça que on enlèvera les stats, on enlèvera jamais la beauté d'un match, les émotions qu'on vit. Regarde les dernières les éditions de la Ligue des Champions, les 3-4 dernières sont sans doute les plus belles, parmi les plus belles qu'on ait vécues, avec des retournements de fou. C'était quoi, c'était il y a 3 ans, l'épopée de l'Ajax, stoppé par Tottenham, un truc incroyable. C'est des trucs. La demi-finale retour de Liverpool. Ouais, voilà, des trucs. Bon, je te parle même pas des remontadas qu'a subi le PSG, mais même sans ça, tu vois, c'est des émotions qu'on vit aujourd'hui. Alors, il y a plein de raisons de détester le foot actuel, le foot de haut niveau. Je crois pas que la stat en soit une, honnêtement. Ouais. Juste pour une petite précision, comment on définit une course à haute intensité? C'est quoi qui la différencie d'une autre course? Alors là, pour le coup, ça sort un peu de mon champ de compétences dans la mesure où on utilise peu les données de tracking, mais je crois que c'est au-dessus de 24 ou 28 km/h. Ok, c'est genre quand ça dépasse un certain kilomètre. Il y avait Groover Lord qui disait tout à l'heure, qui posait une question à Damien en disant: est-ce que tu as déjà vu des stats flingués que tu n'as jamais osé utiliser, tu vois, un truc où tu t'es dit ah non, je peux pas le mettre. Je crois que c'est ça, hein, je crois que c'est la question qu'il a posée, je la trouvais marrante. Des stats flingués que j'ai jamais osé utiliser. Ou hors contexte, tu vois, un truc où tu t'es dit non, je peux pas sortir ça, c'est ridicule, ça n'a aucun sens, je vais me faire brûler. Ouais, ça arrive tous les jours en réalité, tu sais. Non, mais même mais en vrai, sur un match, quand tu regardes un match, que tu es scoté en live et que tu vas devoir envoyer au client à la fin du match tes stats, souvent tu pars sur des pistes qui s'avèrent pas correctes. Enfin, tu te dis, bah tiens, ça peut valoir le coup de checker, je vais consulter la base pour voir un petit peu s'il y a quelque chose à dire là-dessus. Bon, bah non, voilà, t'as perdu 5 minutes de ta vie, t'as fait un truc et ça s'est avéré pas forcément pertinent. Après, des stats vraiment pas utilisés, je me souviens d'une stat que tu nous avais sortie. Ça va me retomber sur la gueule. C'est ça qu'on va me retomber sur la gueule. Les gars, faut que j'y aille, j'ai apéritif. non, mais c'est vraiment pour te taquiner que je le dis, c'est pour rigoler, mais quand Fekir avait, tu te rappelles ou pas, quand Fekir avait marqué le 5-0 à Geoffroy Guichard et avait montré son maillot comme ça, et je crois il avait le maillot 17 ou je sais plus quoi, et t'avais voulu à tout prix faire un truc avec le chiffre 17. Ah oui, possible. Et on ne trouvait pas grand-chose, donc il n'y avait pas grand-chose à dire. Et ça avait fini en c'est le deuxième joueur de Lyon à marquer à l'extérieur avec le numéro 17. Un truc comme ça, mais genre là. Ça fait référence à ce que Zidane disait sur le chiffre 5. C'est très drôle, c'est très drôle. On l'invitera plus, hein. On l'invitera plus. Ah, mais c'est celle-là qui me revient comme ça. Oui, non, mais c'est vrai qu'on pourrait dire à Grover, par exemple, tout ce qui est pourcentage de passes réussies pour un défenseur central, toutes ces stats qui en fait concernent pas forcément le poste. Tu vois par exemple que Paris ait de la possession ou qu'un gardien du PSG subisse très peu de tirs cadrés, c'est logique en final. Tu vois, on va pas le mettre en avant en disant tu te souviens quand Areola, c'était plus dans ce sens-là que je pense qu'il posait la question. Tu vas pas te dire qu'un joueur qu'un gardien a encaissé 0 but, il est super fort, alors que le mec a joué un match où fatalement c'est des trucs comme ça où il faut faire gaffe. Et d'ailleurs, les pourcentages de passes réussies, on aura tendance à l'utiliser de moins en moins, puisque avec toutes les métriques qu'on vient de détailler tout à l'heure, on a forcément aujourd'hui beaucoup plus de moyens de quantifier et de mesurer la qualité des passes d'un joueur, qui vont au-delà du pourcentage de passes réussies, qui est très dépendante des risques que peut prendre un joueur aussi. Donc ça reprend un petit peu l'aspect de dire on peut tout faire dire aux stats. Pas forcément, si on va un peu plus loin, on peut toujours trouver le moyen d'eux. Mais c'est vrai que le pourcentage de passes réussies, c'est une donnée assez basique qu'on aura tendance à utiliser de moins en moins. Ça s'embrouille dans le chat. Tu es en train de faire l'arbitre dans le chat, parce que là, Cerise, on se kiffe, il n'y a pas de problème, même si t'es pas fou de data. Et j'adore. Moi, ça me fait kiffer perso. Non, mais c'est normal. Après, voilà, c'est un espace de discussion. Ouais, mais j'aime voir les gens réagir comme ça, de manière passionnelle. J'adore. Et vous avez le droit de pas être d'accord. Je crois que le PSG est pas super fan non plus de la data. On n'est pas là pour convertir tout le monde. J'avais juste vu 2-3 questions bien intéressantes. C'est vrai qu'un joueur de foot, il touche la balle moins d'1 minute dans le match en entier, en gros. C'est moins de 2 minutes, je crois. Moins de 2 minutes, ouais. C'est fou. Et oui, c'est vrai. J'en parlais avec un joueur, justement. Il me disait, en fait, les gens se réalisent pas à quel point tu fais que courir pendant un match. Et que c'est, en tout cas, à niveau professionnel, tu vois, c'est beaucoup de courses, en fait. Et pas beaucoup de fun balle au pied, quoi, tu vois.
Ouais, clairement. Et puis en parlant de data, tu vois, il y a le chiffre des tirs aussi. Hein. On a l'impression qu'il y a beaucoup de buts dans le foot, que les tirs accouchent souvent de buts, mais en fait un but c'est rare. Il y a énormément de tirs dans le foot, mais il y a peu de buts. Le ratio de conversion il est faible. Voilà, donc c'est 1 sur 10, c'est quand même pas énorme. T'as beaucoup de déchets, mais pourtant c'est vrai que c'est pas le truc auquel tu vas penser en premier. C'est passé la saison des cerises. C'est comme le sucre dans les plats. Sacha, il a toujours la comparaison. Stojakovic, bienvenue à toi. Merci pour ton premier message qui nous dit le plus important dans la data, c'est son interprétation. Reviens plus souvent. Contextualisation aussi. Exactement. D'ailleurs, des datas, tu nous en as ramené. Ah ouais, elles sont dans mon sac. Je sais pas ce que j'en ai fait. Je suis très chaud. Je suis très chaud. J'attends que ça. En gros, Damien, tu nous as ramené des datas incroyables. Incroyaux. Non, ne mets pas la pression comme ça. Je t'ai ramené 2-3 petites bricoles sur la saison, des datas qui me faisaient sourire. Damien, il a ramené un sac comme as. Genre, comme ça. Il ouvre son sac, il cherche pendant 10 minutes dedans. Et genre là, attends, je peux montrer. Voilà. Et il part pas en randonnée après. Il cherche dedans pendant 10 minutes. Je m'attends, waouh, il va sortir un truc de ouf. Et il fait. Mais c'est ça, parce que c'est important, c'est de synthétiser dans les datas, exactement. C'est important d'avoir juste. C'est beau. Qu'est-ce que je peux te dire pour commencer? On parle de quoi? On parle de Ligue des Champions, on parle de Ligue 1. Ouais, tout ce qu'on a. Alors bon, on n'a pas les droits de Ligue 1, mais on kiffe la Ligue 1. Donc ouais, si t'as des trucs sur lesquels on a les droits, ça peut être fun. Ouais, vous avez plus droit, les gars. Moi, je peux pas. Je t'embête. Attends. Merci, bonne soirée à tous. Ouais, mais on a encore Twitch. C'est vrai. Et tant que vous aurez Cerise et je sais plus quel est son compare avec qui elle s'embête, mais. Bambi. Donc, des petits stats comme ça un peu rigolotes. Sur la Champions, difficile de quantifier les retours du Real, mais simplement fun fact, ils étaient éliminés jusqu'à la 75e minute du 8e de finale retour contre le PSG, ils sont passés. Ils s'étaient éliminés jusqu'à la 80e minute du quart de finale retour contre Chelsea, ils sont passés. Real Madrid. Ouais. Ils étaient éliminés jusqu'à la 90e minute de la demi-retour contre City et ils sont passés. Donc en fait, ils ont été qualifiés pendant très peu de temps à chaque fois. C'est incroyable. Ils ont réussi à passer. Tu veux du. C'est un record, ça? C'est difficile de quantifier des choses comme ça. Ouais, bien sûr. Il y a très peu de chance. J'avais mis mon nez dedans et c'est un record. Ouais. Mais du coup, Paris qui. Très bonnet. Paris qui a encaissé 3 buts en 16 minutes et 41 secondes lors du 8e retour contre le Real. C'est une première pour le PSG lors d'un match de Champions League depuis la remontada. Voilà. Bouh Depuis le 8 3 buts en 16 minutes. 3 buts en 16 minutes, c'est incroyable. Des trucs où vous avez les droits à la Première Ligue. La Première Ligue, c'est bien ça. Vous avez alors non, théoriquement non, mais on parle de tout. On fait des stats intéressantes. T'avais dû voir passer, je pense, mais j'ai découvert là en cherchant justement pour l'émission de 3 bricoles. Chelsea, seule équipe dans l'histoire de la Première Ligue à ne jamais avoir été menée à la mi-temps d'un match sur toute une saison. Ils n'ont jamais été menés à la mi-temps d'un match cette saison. D'accord. C'est ouf. Putain, ouais, c'est fort. Mais du coup, leur stat en seconde période, elle est exécrable, quoi. Elle est vraiment dégueulasse, quoi. Alors, vraiment. Alors, en première période, vous êtes des génies. Alors, on est la meilleure équipe de première mi-temps, les gars. Quand même. C'est un peu comme le champion d'automne, ça compte. Ouais, c'est ça, exactement. De ouf. Mais tiens, un joueur que tu dois connaître, je pense, je sais pas, Romelu Lukaku, ça doit te dire vaguement quelque chose. Dis-toi que le 19 février dernier, contre Crystal Palace, Romelu Lukaku, il a touché 7 ballons. Ouais. Alors qu'il a joué 90 minutes. Oui. Il a touché 7 ballons. Donc là, tu vois, on est loin des 2 minutes balle au pied. Là. Ouais, il doit avoir 5 secondes de balle au pied. Dans les 7 ballons, il y a le coup d'envoi. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Me dis pas qu'il y a le coup d'envoi quand même. Il faut oh là. Et donc, bref, c'est le total le plus faible pour un joueur qui joue les 90 minutes de match. Parce qu'il a joué les 90 minutes. Il n'est pas été ressorti à la 7 ballons en 90 minutes. Il a touché 7 ballons. Donc c'est le total le plus faible depuis que Opta analyse la Première Ligue, c'est-à-dire depuis 20 ans quasiment. On parle de. Il a donné les deux. Ah non, mais non. Il n'a pas changé de club à la mi-temps, mais non. Ceci dit, donc voilà, et c'est sa première saison à moins de 10 buts depuis 2011-2012, qui était sa dernière saison à Chelsea, en fait. Donc finalement, tu te rends compte, Chelsea l'ont payé une blinde quand ils l'ont pris d'Anderlecht, ils l'ont payé 100 millions l'année dernière à l'Inter, et là ils leur refilent pour un prêt payant de 10 millions d'euros. Le mec est super fort partout, sauf là. Joue à Chelsea. Et c'est son club de cœur quand même. C'est embêtant. Ouais, mais je vous aime bien, vous savez. Non, mais nous on t'aime pas. Retourne à l'Inter, vite.
Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre sur la Ligue 1 peut-être Vas-y. Je sais pas si tu pareil, un joueur que tu dois connaître peut-être, Lionel Messi. Non, désolé. Écoute, tu vois, on est tous d'accord pour dire qu'il a fait une saison en deçà de ses standards cette saison, et malgré ça, on arrive quand même toujours à trouver des choses sur lesquelles il s'illustre, où il ressort premier. Par exemple, là, c'est le seul joueur cette saison, il a fait à deux reprises un triplé d'assist. Donc 2 fois, il a fait 3 passes décisives. Dans le même match, ça. Et c'est le seul joueur à avoir réussi cette performance sur une même saison dans les 5 grands championnats européens depuis 10 ans. Il n'y a personne qui l'avait fait. Donc malgré sa saison relativement moyenne. Et pareil, il a fait 11 poteaux cette saison. Donc là, c'est pas forcément glorieux de faire 11 poteaux, c'est ouf. Il y a des équipes qui font pas 11 poteaux sur une saison. C'est énorme. Il a fait 11 poteaux. C'est un record depuis qu'on a analysé la Ligue 1, donc depuis 15 ans. Et c'est un record cette saison dans les 5 grands championnats européens. Personne n'a fait plus. Donc oui, effectivement, la saison de Messi, elle est pas bonne. Il n'y a pas à dire. Si ces 11 poteaux c'était des buts, on aurait déjà un peu différente. Mais du coup, en expected goals, il doit avoir quand même, il doit sous-performer. C'est la première saison de sa carrière où il sous-performe, me semble-t-il, de mémoire. Mais ça reste quand même lui dans le top 5 européen depuis qu'on a les expected goals, donc depuis 12 ans, qui est de très très loin celui qui surperforme le plus. Mais tu vois, c'est un peu ce qu'on disait. Alors après, on va dire oui, nana, lui aussi, il est payé par la dada, ce qui n'est pas faux. Mais au final, regarde, j'ai imité quelqu'un, mais je te dirai après qui. Au final, tu regardes, tu dis, avec ces éléments chiffrés, ça t'aide quand même à prendre vachement de recul sur la saison de Messi. Effectivement, tu vas pas dire via la data qu'il a fait une saison de merde, même si c'est le cas. Je pense qu'on peut tous s'accorder là-dessus. Bien sûr, dans le chat, il y en a bien qui va nous dire mais non, il a fait une super saison, il est trop fort. Mais enfin, tu sais qu'il a touché les poteaux en soi, donc tu sais qu'il s'est quand même procuré des occasions. Certes, elles sont pas allées dedans. Et en termes d'assist, Damien, donc de passe décisive, Damien nous dit que effectivement, il a toujours ce côté créatif, ce côté il fournit, il délivre. C'est quand même pas mal, quoi. Si t'as pas ces chiffres-là, tu peux pas vraiment. Je trouve que ça t'aide à prendre du recul. Ouais, bien sûr. Après, bon, ça reste en deçà des standards. De toute façon, évidemment. Mais on a regardé les matchs, on a bien vu. Accessoirement, il a 34 ans, donc c'est aussi normal à un moment donné de pas maintenir. Tazer, il demande, mais il a mis combien de poteaux contre les clubs du top 4, top 6 ? C'est un truc que tu peux savoir, ça ? Ouais, je pourrais le savoir. On garde la question pour tout à l'heure. Ok. On vous a préparé un petit truc après. Sympatoche. Dernière petite stat que je t'avais noté vite fait sur la Ligue 2, puisque c'est un club qui va monter en Ligue 1, en l'occurrence Toulouse. Je ne sais pas s'il y a des supporters de Toulouse dans le chat, mais Branko van den Boomen, qui a beaucoup fait parler de lui cette saison, puisqu'il a délivré 21 passes décisives au cours de la saison. Il égale le record pour un joueur sur une même saison dans les 5 grands championnats européens et leur deuxième division, depuis qu'Opta collecte la donnée, donc depuis 2014. Ah ouais, on parle même pas de Ligue 2 là, c'est tous les grands de tous les grands championnats. Première Ligue, Championship, 5 grands championnats et leur deuxième division. 21, t'as dit ? Il n'y a personne qui a fait mieux. Égalité avec Messi et Müller. Wow. Voilà où se situe Branko van den Boomen, tout en haut de la hiérarchie avec le Lionel Messi et Thomas Müller en 2019-2020. Et je trouve ça bizarre parce qu'on sait que Toulouse se faisait pas forcément, tu vois, ils étaient prêts à le laisser partir si jamais il y avait une grosse offre. Il y a aucune rumeur sur ce mec. Ouais, pour l'instant, c'est vrai que. Alors je sais pas si le TFC a décidé de le garder. T'inquiète que là ça va y aller, là, c'est sûr. Il a été recruté par la data aussi, Branko van den Boomen de Toulouse. L'effectif a coûté 5 millions. L'effectif qui leur a permis de se remonter a coûté 5 millions. C'est ouf. T'imagines ? Comme quoi la data, ça n'a pas que du mauvais. Ah non, mais c'est clair. Et ça fait écho énormément à cette histoire par laquelle on a commencé. L'équipe de Auckland du film Les Stratèges, enfin du livre, parce que c'était une team qui faisait pas partie des top teams financièrement parlant, et ça leur a permis d'aller tout en haut du classement via la data avec un investissement moindre, quoi. Ouais, c'est ça, et c'est l'intelligence qu'a eu Toulouse dans son recrutement, de faire confiance à des joueurs que personne ne connaissait, si concrètement, on les connaissait pas, c'est Branko van den Boomen, Steve Sperrings ou les mecs comme ça, de faire confiance à des gars qui allaient potentiellement devoir s'adapter à un championnat, à une langue, une culture, etc. Ça a marché. Et ce que j'aime, c'est que d'année en année, on intègre des nouveaux, je vais dire ça comme ça, paramètres dans la data, ou même maintenant, on rajoute des paramètres humains. Tu vois ce que je veux dire ? Ou avant c'était très factuel, tir, passe, etc. Je suis pas un pro de Redbird et de comment ils travaillent sur la data à Toulouse, tu vois. Mais de ce que j'ai compris, il y a beaucoup plus, c'est des paramètres vraiment précis, vraiment fins, où ça va rentrer dans ce que tu as connu dans ta vie personnellement, etc. Des trucs très humains qui vont rentrer dans les paramètres, en tout cas, de comment ils choisissent un joueur. Et je trouve ça vraiment intéressant.
Oui, mais parce que les données, encore une fois, quand on dit data, on ne parle pas forcément de chiffres. Data, c'est traduit, ça veut dire données. Donc une donnée, ça peut être aussi une donnée par rapport à une donnée comportementale. Ça peut être effectivement des informations que tu as recueillies sur un profil psychologique ou quoi que ce soit. Alors après, bon, là, on est un peu dans le domaine du privé, du médical quand même. C'est un peu plus touchy, mais tu as des clubs comme Brentford qui est très porté sur la data, qui a beaucoup fait ça, c'est-à-dire qui suit, qui fait des enquêtes auprès d'anciens coéquipiers, auprès de membres de la famille, pour savoir, pour se renseigner, voir quel est le type de caractère de telle personne, est-ce que c'est quelqu'un de colérique, est-ce que c'est quelqu'un de collectif, est-ce que ça, il avait fait notamment avec leur attaquant Ivan Toney, donc qui est leur meilleur buteur cette saison, qui avait été formé à Newcastle, donc qui est formé dans un grand club, qui a pas passé le cut à Newcastle, et c'était quelqu'un qui avait pas mal de problèmes comportementaux, et finalement quand il est devenu papa, et ben, dans sa vie il a fait un peu le tri, et depuis son comportement a changé. Brentford l'avait noté en plus bien évidemment de ses qualités footballistiques, et se sont dit voilà, c'est quelqu'un qui serait bon de recruter, parce qu'effectivement il a des bons chiffres, mais derrière son profil psychologique il est intéressant aussi. Est-ce qu'on se ferait pas ce qu'on voulait faire Qu'est-ce qu'on voulait faire ? Oui. Ben non, mais utilisez un peu l'outil que vous utilisez chez Opta. En fait, explique un peu l'outil parce que je vais mal l'expliquer. Damien va l'expliquer. Ouais, donc en fait, tu veux que je me log là ou on utilise le PC de Damien ? Attends, je vais voir. Qu'est-ce qui est le plus pratique ? Là. Ici ? Ouais. D'accord. Je vais me loguer. On fait comme ça ? Vas-y. Comme ça, je passe clavier-souris. Voilà, tu pourras aller regarder, ce sera mieux. Et comme ça, les gens peuvent suivre avec nous. Donc tu veux que je présente l'outil, c'est ça ? Connecte-toi à ton compte. Ouais. En attendant, tiens, prends le siège. Merci. Oh putain, je suis dans la chaise du boss. En gros, on parlait tout à l'heure de la collecte de données. La collecte de données, elle sert derrière à être analysée. L'analyse, pour nous, c'est ce que vous... Je sais pas, on voit à l'écran... Non, on voit pas, ok. C'est ce que vous allez voir à l'écran tout à l'heure. C'est un outil qu'on a à notre disposition qui permet donc de consulter la base de données. Donc je vous disais, il y a 2000 événements qui sont rentrés par match. Je vous laisse imaginer combien d'événements ça fait sur une saison de Ligue 1 fois le nombre de saisons de Ligue 1 qu'on a collectées. Moi, c'est l'adresse interne, c'est pas la même. Non, mais de l'adresse URL. Attends, bouge pas, je vais la retrouver sur mon téléphone portatif. Mais donc, je n'utilise pas la même adresse, donc je ne peux pas dire. Carrément, toi, t'es... L'adresse interne, monsieur. Mais bref, et donc cet outil nous permet derrière de consulter toutes les données qui sont collectées pendant le match et de pouvoir les mettre en perspective, de voir si un joueur fait beaucoup je dis n'importe quoi, mais de dégagement pendant le match. On va dire, tiens, est-ce que c'est un record de dégagement dans un match sur une saison, un record de dégagement, je sais pas, dans l'histoire de la Ligue 1. Bref, je dis vraiment une donnée au pif, mais c'est une donnée parmi les centaines et centaines qu'on a à disposition, qu'on peut calculer. Et pendant un match, on va voir. Tu veux te connecter à Pressbox Live ou à Pressbox ok. Mais donc on a accès à une base de données pendant le match en direct, comme un tableau de bord que vous pouvez voir vous quand vous regardez les lives sur l'équipe, par exemple, sur l'équipe.fr, où vous voyez vous avez accès à un certain nombre de données. On a relativement la même chose nous. Et quand on voit des données qui nous paraissent ressortir un petit peu du lot, on peut consulter la base de données historique pour essayer de faire ressortir des données contextualisées, pour dire que voilà, c'est un record. X tirs pour Mbappé dans un match, c'est son record en carrière. X tirs pour Mbappé, pour X dribble pour Neymar, c'est le record pour un joueur en Ligue 1 depuis 15 ans, ce genre de choses. Du coup, tu peux rentrer des données ou des paramètres et ça va te sortir une data par rapport à ça. Ouais, du coup, la donnée dribble, la donnée tir, et tu vas avoir la donnée que tu veux. Ouais. Ce qu'on s'est dit avec les gars, c'est que vous allez nous proposer des datas qui vous intéressent, que ça soit sérieux ou même de la connerie, hein. On peut essayer de chercher des trucs un peu insolites. Donc commencez à nous dire dans le chat, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire en exemple Qui a le plus tiré sans marquer, par exemple. Toi, t'as pas le micro devant toi, mais... qui a le plus tiré sans marquer Qui a le plus tiré sans marquer. Les buts, dans les mails, là, il y a ton abonnement YouPorn qui arrive à expiration. Donc tu renouvelles ou tu renouvelles pas, mais je réponds pas, du coup. Hop. J'avais pourtant pas mis dans ce mail-là. Mais... Par exemple, le joueur, allez, on va donner un petit biscuit. Attends, est-ce que ça, on peut le montrer maintenant à l'écran ? Maintenant que je suis logué, ouais, tu peux. Ouais. Ok, donc on va montrer aux gens. Ça ressemble à ça. Hop.
Bah, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure dans la petite vidéo. Donc, par exemple, le joueur qui a le plus tiré sans marquer, après je te laisse, Dame, je fais juste une démo. Non, j'ai déjà beaucoup bossé aujourd'hui. Toi, t'as pas fait grand-chose, t'as fait des réunions avec David Wall. Donc, attends, est-ce que je peux juste zoomer 2 secondes? Tu veux te réabonner tout de suite ou tu veux attendre Hop. Voilà, comme ça, les gens ils vont voir bien. Vas-y, c'est bon. On se croirait sur l'écran de Manu Petit, tu sais. Ouais, je te jure. T'as déjà vu son téléphone, il met ça en ultra gros. Ultra gros. Et il fait en très très gros. Et toi, tu te moques du coup? Non, je me moque pas, je lui fais un bisou. Manu, si tu nous regardes. Leon Goretzka, le joueur qui a tiré le plus sans marquer en Champions cette saison. Ah, par rapport à ce que Bambly l'a demandé? Non, c'est par rapport à ce que moi j'avais demandé. Mais qui a le plus marqué sans tirer? Qui a le plus tiré sans marquer en Champions cette saison. C'était juste pour donner à la commu genre des idées de stats qu'on peut avoir avec cet outil-là, par exemple. Qui a le plus marqué sans tirer, c'est très drôle quand même. Qui a le plus marqué sans tirer, c'est pas mal. C'est génial. Ça existe. C'est les buts contre son corps finalement. Bah vas-y. Bah donc celui qui a le plus... Non mais alors en Champions... Alors Goretzka, c'est celui qui a le plus tiré sans marquer. Mais là, c'était tout type de joueur. Tout type de joueur, ouais. Ok, donc ça on aurait pu le faire avec les attaquants aussi. Savoir qui est la plus grosse chèvre. Eh ben attends, tu le réclames, je te le donne. Voilà. En Champions League. Et après je passe la main à Dame. Donc quelle est la plus grosse chèvre en attaquant en Champions League? Bah, alors tu as plusieurs manières de le faire, donc c'est ce qu'on vient de dire, tu vois, là tu peux sélectionner, c'est un outil assez génial. Maximum 0, en goal, comme ça tu fais directement. Ouais, n'hésite pas à décrire ce que tu es en train de faire. Ouais, alors ça c'est pas la partie la plus glam du taf, hein, mais au final ce qui est intéressant c'est ce que ça donne là. Malcolm, l'ancien bordelais du Zénith, 11 tirs, 0 but. Après t'as Noah Lang, alors Noah Lang qui dit qu'il a quand même placé la Belgique sur la carte, 10 tirs, 0 but. Et encore un Belge derrière. Ouais, encore un Belge. Décidément, ils nous poursuivent les Belges aujourd'hui, c'est dingue. Il y a quand même 2 ex de Ligue 1 dans l'histoire. Bonjour à la Belgique. Je te jure. Effectivement. Et si, par exemple, tu vois, ce que tu peux regarder par rapport à ce qu'on disait, c'est le différentiel des buts et des expected goals pour savoir le joueur qui a le plus performé. Enfin, on va regarder l'attaquant, du coup, qui a un différentiel, le différentiel le plus élevé entre les deux. Donc, entre les occasions qu'il s'est créées et les buts qu'il a marqués. Donc là, en l'occurrence, il y en a un qui a sous-performé et un qui a surperformé. Non, pourquoi je fais plus ? Hop. Donc celui qui a le différentiel le plus défavorable entre les buts qu'il a marqués et les occasions qu'il s'est créées, c'est Diogo Jota. Okay. Il aurait dû marquer au moins 2 buts de plus par rapport à la qualité des occasions qu'il s'est créées. Et celui qui a surperformé, Karim Benzema. Mais bon, en même temps, voilà, il a marqué 6 buts de plus. La stat, elle est folle. Il aurait dû marquer 7 buts de moins que ce qu'il a marqué, mais parce qu'il a marqué des buts extraordinaires, des buts venus d'ailleurs. C'est-à-dire que par exemple, l'expected goals... Non, mais c'est... Bah reste comme ça, on était bien aussi. Ok. Voilà. Mets-toi dans le fauteuil du chef, si tu veux, Dame. C'est toi qui as dit ça? Oui, c'est toi qui as dit ça? C'est vrai. Mais t'es grand? T'es vachement grand? Il paraît. Mais du coup, baisse. Mets-toi à l'aise, Il est grand et il est fort. Parce que moi je suis voûté, tu vois, je fais tout. Ça veut dire que par exemple l'expected goals en moyenne des buts qui a touché le plus de montants. Ouais, il y a Wick qui nous dit qu'il a touché le plus de montants. Ligue des Champions, voilà, il faut juste que vous nous disiez. Est-ce que tu as un réglage qui te permet de faire les 5 grands championnats ou quelque chose comme ça? Moi oui, j'ai pas l'impression que tu l'es. Moi j'ai la version Wish du Query Tool. Et sinon t'as Tadzer qui dit maintenant qu'on a cette stat sur Goretzka, peut-on avoir le pourcentage de tirs cadrés? Donc de Goretzka en champion, j'imagine. Oui, on peut, mais là on est reparti sur la Ligue 1 pour les. C'est quoi? C'est le poteau qu'on voulait? Attends, ouais, le plus le montant. Mais là ça va être Messi du coup. Messi, ouais. On en a parlé. Mais qui n'a pas du coup en Champions League. Peut-être qu'il parlait de la Champions League. Oui. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle compète tu voulais le gars qui a touché le plus les montants? Parce que du coup là on va pouvoir voir la stat où tu as Messi premier assez largement. Ah, t'as Kiki en 2? Et si on regarde les équipes, on peut potentiellement voir que Messi a plus touché le montant que certaines équipes à tous les coups. Ah ouais, c'est marrant. Voilà, que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que la moitié des équipes de Ligue 1. Voilà. Il a plus touché le montant que la moitié des équipes de Ligue 1. Champions League, il nous dit Wick. Il y a Cerise qui dit top 3 des joueurs qui ont joué le plus de matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Ça, je l'ai pas dans mon outil. Pas les stats, donc on peut pas... Non mais en plus, je l'ai pas, toutes compétitions confondues, je l'ai pas moi avec mes outils. Potentiellement, si je sors mon PC, je peux si tu me passes mon PC, je peux Allez, on va faire ça. Voilà, exactement. On va réconcilier Cerise avec la data. Mais donc le plus de poteaux en Ligue des Champions.
Ouais, plus de poteaux en Champions. Ça, c'est pour Wick. L'équipe qui tire le plus aussi. Grover Lord en quoi? En Champions Je crois qu'il précise que c'est Paris qui tire le plus. C'est pas ça? Ah, peut-être. Je ne suis rien, c'est terrible. Merci. Donc le plus de poteaux sur l'édition 2021-22 de la Ligue des Champions, c'est Paulinho avec 3 montants touchés. C'est marrant, on voit Batshuayi qui ressort encore. Ouais. Bah, en fait, en même temps, c'est logique. Oui. Parce que ses expected goals, son différentiel est négatif, mais les occasions, il se les a créées, entre guillemets, sauf qu'il ne les a pas converties. Est-ce qu'on a un Wi-Fi sur lequel on peut se connecter Essaie de te connecter à celui-ci. Attends, bouge pas, sinon regarde, j'ai le 4G là. Je vais peut-être pouvoir faire un petit partage de connexion. Dans l'histoire, le ratio but marqué, temps de jeu, le plus haut et le plus bas. Dans l'histoire, là, c'est... Ouais, c'est toujours le problème, c'est qu'on n'aura jamais les données, données historiques. Là, l'un des plus efficaces, c'est Gerd Müller avec le Bayern. Le Bayern, il avait un but par match en moyenne, je crois. Ah ouais. Ouais, c'était ouf. Haaland est pas mal non plus. Ok. Haaland en Champions et Haller aussi cette saison. C'est ce que j'allais te dire. Tu sais, avec le début Tony Truant de Haller en Ligue des Champions, forcément, il ressort bien. Donc, le plus de temps de jeu cette saison, toute compétition confondue. Plus de temps de jeu? C'est ça la question. Alors, attends. Non, top 3 des joueurs qui ont joué le plus de matchs cette saison, toute compétition confondue. Ok, et bien sûr, je le temps de jeu dans 2 minutes. Mais hop, games played. Donc Batshuayi est mauvais finisseur. C'est ce qu'on peut cette saison en tout cas. C'est une conclusion qui t'appartient. Batshuayi a mal terminé ses sélections cette saison en tout cas. Fait une saison. Après Batshuayi c'est un joueur qui a eu des saisons où il a beaucoup mieux réussi que cette saison. Ouais, il avait à un moment donné, il avait une grosse efficacité. Tazer dit les données d'Opta permettent-elles de regarder l'Eredivisie? Absolument. En fait, selon les pays ou les championnats, on a un degré d'analyse plus ou moins élevé. En l'occurrence, sur la Ligue 1, on l'analyse depuis un peu plus de 15 ans, depuis 2006. Et l'Eredivisie fait partie des championnats qu'on analyse depuis un certain nombre d'années, une dizaine à peu près, je ne sais plus exactement. Mais voilà, ça dépend des championnats. La Belgique, on l'a aussi depuis 10 saisons maintenant, si on prend le 2023. Et Bamblil qui est bien capté, hein, il dit là il refait référence, je crois, au montant touché, on en parlait tout à l'heure, de Kylian et Messi. Et il dit mais il faudrait diviser ça par le nombre d'occasions car il est à Paris. Il faut croiser les stats. Oui, tu peux mettre, bien sûr, mais là c'était pas, enfin le but c'était de on partait de la stat que Dame nous avait donnée, donc 11 poteaux, c'est comment dire, c'est assez inhabituel, c'est ça qui fait... oui, c'est l'intérêt de la contextualiser, c'est de dire qu'on ne va pas juste se contenter de dire qu'il a fait 11 poteaux, on dit que c'est un record en Ligue 1 depuis qu'on l'analyse, depuis 15 ans, et que c'est un record dans les 5 grands championnats européens cette saison. Donc oui, évidemment, il joue à Paris, il a plus de tendance à se procurer des possibilités de tirer sur le poteau, entre guillemets, que s'il jouait, à Burnley ou que sais-je, mais en l'occurrence... un record depuis 15 ans, plus un record dans les 5 grands championnats européens cette saison, ça pose quand même la statistique sur le fait que c'est quand même un phénomène assez rare. Cerise, j'ai ta réponse. Les 3 joueurs qui ont joué le plus de matchs, mais est-ce que vous voulez qu'on la fasse en quiz? Ah ouais, vas-y. C'est pas affiché à l'écran? Non, parce que c'est sur le sien. Sur mon écran. Déjà, on peut regarder vite fait dans le chat s'ils ont une idée, mais du coup, il y a un joueur à 57 matchs, un joueur à 56 matchs et un joueur à 55 matchs. On parle des joueurs qui jouent dans les 5 grands championnats européens et on parle uniquement de leurs matchs en club. J'ai la possibilité de croiser avec les matchs en internationaux, mais ce serait plus long. J'ai du Cabenueve, c'est non. J'ai du Rudiger, c'est non. J'ai du Modric, c'est non. Est-ce que c'est joueur de champ ou tout confondu? Donc on rappelle, c'est les joueurs qui ont joué le plus de matchs. Ouais, toute compétition confondue cette saison. C'est tout match, enfin tout poste confondu, mais en l'occurrence, ce sont des joueurs de champ. Fonte, c'est non. J'ai une bonne réponse. Gendouzi. Ah oui, Gendouzi. Non, c'est pas bien ce qui est en train de se passer. J'ai un Alex de Moussac qui est encore connecté. Le petit enfoiré. Ouais. Alex Mousse, il travaille avec Damien chez Opta et donc par contre, il a accès au logiciel. Slim Sorar, qui a peut-être potentiellement accès à une base de données via Sorar aussi, mais qui donne une bonne réponse avec Gendouzi qui est deuxième avec 56 matchs. Deuxième de tous les championnats européens. Ouais. C'est ouf. Mais ils ont joué en Europa, en conférence. Et Bambi qui donne la bonne réponse à Anderson en copiant sur Alex. C'est bravo Bambi, c'est bien. Le numéro 1 Jordan Anderson. Il vous manque le coup Anderson qui est premier avec 57 matchs. Il vous manque juste le troisième. Le troisième. Bah oui, j'ai copié. Froidement, bien joué. Le troisième il sort pas. Alex qui dit pour montrer que je travaille bien, si tu travaillais si bien que ça, tu aurais le troisième aussi, Alex.
Et Slim Sorar qui dit non, j'ai pas accès, mais je suis juste supporter de l'OM. D'accord. Écoute, 56 matchs pour Guendouzi. Cerise, on va encore contrarier Cerise, mais c'est pas la bonne réponse. C'est un petit indice. C'est un joueur qui évolue dans une équipe qui a fait une saison assez correcte, qui a échoué de peu dans sa quête de Ligue des Champions et qui a échoué de peu dans sa quête de champion. Liverpool alors. D'accord. Est-ce que ce serait pas Matip? Non, c'est plus offensif. Salah? Fabinho? Non. Mané? Non. Mais non, mais Mané, il a manqué des matchs. Même pas ce que Salah? Genre offensif, quoi. Ouais. Pas exactement. Non, pas Diaz. Je vois pas dans les réponses. Oui, je l'ai, ça y est. Bravo Vicos, c'est effectivement Diogo Jota avec 55 matchs. Bravo. Mais il a pas loupé les matchs, Jota? Apparemment non. Apparemment pas. Dans ma tête, il en a loupé. Non, mais moi pareil, je le voyais pas avec autant de matchs. Parce qu'après il y a Diaz qui arrive. Non, mais tu sais, il suffit de jouer 10 minutes dans un match pour qu'il soit compté comme. Oui, c'est vrai aussi. Après, si on fait en minutes jouées, ce sera sans doute différent. On peut faire aussi accessoirement, mais ouais. Du coup, je sais pas s'il y avait d'autres questions. J'ai pas. Hop là, je regarde les minutes pour relativiser. Beaucoup de matchs en remplaçant, Jota, clairement. Yes. Attends, faut remonter. Amara Simba. Je vois du Amara Simba. On salue Amara Simba. On salue. Amara, si tu nous regardes. Ça parle hitmap. Faut pas vérifier les équipes. Bon jeu, pas un seul joueur. On peut avoir le pourcentage. N'hésitez pas dans. Pourcentage de réussite de 8 Joe devant le but, nous demande BX44, ça peut être pas mal. Dame, tu peux l'avoir ça? Ouais, et en fait, assez surprenamment, je vais te dire ça. Il est en train de nous teaser. Et bien en fait, c'est le meilleur. Non, mais Diogo Jota, tu vois, il joue 1000 minutes de moins que Guendouzi. Donc, tu vois, sur ses matchs, en jouant un match de moins. Donc, tu vois, il joue moins. 8 Joe, je vais regarder. En fait, Bordeaux a surperformé sur ses expected goals. Et en fait, tu vois, la saison, l'attaque de Bordeaux est pas dégueulasse sur la saison, finalement. Il marque un nombre de buts relativement correct. T'es en train de chercher l'autre sur la Ligue 1 Je t'écoute, Dame. Je faisais juste. Là, il y a Trade34 qui dit quelle équipe a perdu le plus de points après avoir mené au score en Ligue 1. Donc, je vais lui regarder ça là pendant que tu regardes. Moi, comme ça, là, je dirais Saint-Etienne. Je dirais Saint-Étienne. Moi, j'aurais tendance à dire Bordeaux, mais. Dame, tu connais la réponse, j'imagine, toi. Après avoir mené au score, je pense que c'est Lyon. On va voir ça tout de suite. Vous allez voir l'affiche en ouvert live. le score, mais mené au score, je sais pas. Alors. Trade34, t'es prêt? Tatin 3. Pas du tout Lyon. C'est 3. B. Ouais. Bordeaux deuxième. Bordeaux deuxième. Pas loin. Reims, Saint-Etienne. Ouais. Donc 3 a perdu 30 points après avoir mené au score. MDR, tu m'étonnes. Moi, j'aime pas trop parler de mener au score, tu vois, je préfère après avoir ouvert le score. Pour une raison simple, c'est que tu peux mener au score 4 fois dans un match et qu'à la fin tu fais match nul, on estime que tu as perdu combien de points du coup? Parce que si tu mènes 4 fois au score, tu vois, ça additionne? Justement non, mais c'est tricky. Tu as mené 4 fois au score, donc dire que tu as perdu qu'un point ou tu as perdu 0 points alors que tu as gagné le match à la fin en ayant mené 3 fois au score. Enfin, tu vois, c'est bizarre. Mais tu vois, par exemple, moi qui suis supporter de l'Inter, c'est une stat que je regarde régulièrement parce que le nombre de fois où on a mené, notamment cette saison contre Bologne, le match qu'on perd 2-1 avec la cagade de Radou, le gardien remplaçant, tu vois qu'il y a une tendance en fait depuis 3 ans, on n'a aucun mental, on perd énormément de points après avoir été... Moi j'ai une... Vas-y, t'as la réponse à la... Non, je regardais pour Wang. Pour Wang alors. Mais avec la 4G. Et j'en ai une pour toi, Loïc. En fait, il a relativement surperformé, c'est-à-dire que selon ses expected goals, il aurait dû marquer 9,38 buts. Donc les expected goals, c'est jamais ou très rarement une valeur ronde, puisque c'est toujours 0, quelque chose. Et donc 9,38 buts, c'est ce qu'il aurait dû marquer, et il en a réellement marqué 11. Donc finalement, il a marqué un peu plus que la qualité de ses occasions. Ce qui revient à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que Bordeaux, offensivement, n'a pas été si infamant que ça. C'est plus aussi, défensivement, de toute clairement, façon. Et c'est ce qui nous inquiétait aussi un peu, tu vois, typiquement on parlait tout à l'heure à mi-saison de voir les données pour potentiellement acheter un joueur sur MPG ou sur Sorar ou quoi. On voyait Bordeaux à mi-saison qui était en train de surperformer de manière assez conséquente offensivement et qui était pourtant très bas dans le classement. Et on dit attention parce que si ça va surperformer devant, si ça continue à être dégueulasse derrière, ça peut
peut faire ça mal. peut faire Ligue 2. Et, voilà. et en plus, il se sépare de Laurent Cassini à la mi-saison, donc autant te dire que c'était. Ah bah là, ça. Mais, moi, j'en ai une pour rebondir à la question de BX. On a parlé de Mike Maignan qui avait le plus gros taux de expected save. Je l'appelle comme ça. Hein. Ouais. Quel est le gardien de Ligue 1 qui a le plus haut taux d'expected save? Ok. Tu veux que je regarde ou... Ouais, vas-y, regarde. Enfin, oui, vas-y. C'est juste comme ça, on peut l'avoir à l'écran, celle-ci. Mais n'hésitez pas dans le chat. En tout cas, dans le chat, continuez. Hein. Si vous avez des idées de data qu'on peut checker. Alors, il faut que j'aille juste trouver... Parce que là, du coup, j'ai pas... Et autre que quelle équipe a subi la plus grosse clim en phase finale de Ligue des Champions cette saison? Le troll, ça va 2 secondes, les gars. Mais... On prend pas les goals conceded pour ça, on prend les goals conceded excluded on goals. Parce que sinon, ça prend les CSC dans le. Moi, je l'ai pas, ça. Tu l'as pas? Non, ouais. Je crois pas. Regarde. Je vais te le faire. Oh, ça va. Tu veux le faire? Moi, je suis dessus. Vas-y. Mais je crois que j'ai la réponse pour Lafont. Il me semble que tu as Benitez devant, mais qu'effectivement, Lafont est très très chaud en termes de but évité à son équipe. Je croyais qu'il y avait une stat pour tout. Non, mais les gars. Par contre, il y a Gennaro qui demande si vous recrutez chez Opta. Ouais, pas forcément à temps plein, mais à la pige, je suis à l'écoute de toute. Benitez, il faut qu'ils aillent sur le Twitter et vous envoient un message en DM. Ouais, ou sur mon adresse mail directement, si tu peux la mettre quelque part. Ouais. Ça te dérange pas de la noter? La spammez pas, s'il vous plaît, les gars, mais. Tu vas t'abonner à tous les trucs de cul. Ça, c'est typiquement le genre de truc qu'il faut pas dire, sinon les gens le font. Ouais, il y a Foot PSG qui a dit désolé Damien, j'aime pas votre stat. Alors du coup, il va t'abonner à tous les trucs que tu veux pas. Il y a Grover qui dit il y a des stats sur les stades, celui où ça marque le plus. Attends, je reviens déjà sur la stat. Moi, je peux regarder celle-là. Ouais. Celle-là, je l'ai. Tu disais Benitez devant Lafont? Oui, je pense, en but évité à son équipe. Il est très très fort. Mais parce que je l'ai fait avant la finale de. En fait, t'es fort, t'es juste fort, c'est pas. Merci, c'est vrai, Dame. Je dois. Oui, je suis fort. Non, ouais, c'est Benitez premier. Il a évité 8 buts à son équipe, c'est-à-dire qu'il a concédé 35 buts là où il l'aurait entre guillemets dû, d'après le modèle des XG, en concédé 43. C'est fort. Et Lafont est deuxième avec 6 buts évités, devant Omlin 4,7. Ah ouais, Omlin. Ah oui, donc qui a dit, c'est Trade34, il a dit Omlin, ouais, il a bien senti le truc. Et je vois du Leka ou Rajkovic, ouais, c'est plus bas. C'est plus bas. Rajkovic, ouais, c'est très bas même. Sur l'avant-dernière passe, oui, il existe une stat, Tazer, qu'est-ce que tu voudrais? Alors, Isaac Touré, vous avez des stats intéressantes sur lui ou la def du Havre? À part qu'il mesure 3,50 m. Là, j'en ai pas en tête. Sur la défense du Havre, ouais, en vrai. Des stats sur le jeu au pied des gardiens. Non, par contre, t'as Excel ou pas, l'ému sur ton PC? Parce que pour le stade, je crois pas que je puisse le voir sinon. Test, je sais pas. Attends. C'est censé t'ouvrir Excel direct? Non, mais. Parce que du coup, je sais pas ce que ça va. Parce qu'il faut que je mette but et but encaissé, j'imagine. C'est quoi la demande? Le stade où il y a eu le plus de buts cette saison en Ligue 1. Je savais même pas qu'on pouvait le faire. Mais si, après, ils ont vraiment tout, tu vois. Mais il faudrait que je puisse. Tu veux que je le fasse? Il faudrait que je puisse regarder. Si tu l'as, ouais, je veux bien. Regardez pour le Havre. Et c'est quoi? Mais après, il y a de fortes chances que ce soit le Matmut. Hein. Mais. Ah ouais. Ouais, je pense que Dame a raison. Le Lyon a quand même pas mal. Non, le Matmut. Le Bordeaux, n'importe quoi, Lyon. Bordeaux a quand même pas mal encaissé, donc du coup, je pense que là. Mais en vrai, c'est dommage que n'ait pas accès à la donnée sur ton PC, parce que du coup, c'était l'occasion de montrer aussi qu'on fait quelques petites tambouilles après avec Excel. Bon, ça reste assez basique pour les mecs qui connaissent super bien Excel, mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à devoir aller chercher 2-3 données avec l'outil Excel. Donc je génère la donnée vite fait, je sais pas s'il y a d'autres demandes en attendant. Alors, il y a Serizawa qui dit après le nombre de buts évités ne fait pas d'un gardien meilleur que les autres. Tout dépend des actions. Oui, sauf que comme ça prend en compte la qualité de l'action, ça met en exergue en fait la difficulté des arrêts pour un gardien. Donc c'est la mesure la plus juste, je dirais, Dame, tu es d'accord, pour déterminer la qualité d'un gardien. On peut pas, elle est plus juste que le pourcentage de tirs arrêtés, parce que le pourcentage de tirs arrêtés ne dit rien sur la qualité des tirs subis, alors qu'avec les expected save, comme l'appelait l'ému, de manière très juste, et ben là t'as un côté qualitatif, donc par rapport à la difficulté des arrêts. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et après
le pourcentage de tirs arrêtés donne quand même une tendance, hein, mais c'est vrai que le gardien, par exemple, du PSG ou d'un club comme ça, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, c'est pas mal. J'aimerais savoir qui a effectué le plus d'avant-dernière passe en Europe. En Europe, toute compétition confondue. C'est pas mal. Je suis trop con, en fait, j'ai pas besoin des buts encaissés, c'est débile, puisque j'ai les buts de l'équipe et les buts de l'adversaire. En fait, c'est le Groupama Stadium où il y a le plus de buts cette saison. D'accord. En Ligue 1, ouais. 67 buts au Groupama Stadium, donc assez largement premier devant, je crois que quelqu'un parlait de Rennes, effectivement, Roison Park deuxième 63, Geoffroy Guichard 62, Parc des Princes 61, Matmut 58. Je suis con, en fait. Celui où il y a eu le moins de buts. J'aurais pu le faire, je suis con. J'imagine. Ouais. J'ai réalisé qu'après, parce que moi, du coup, j'allais donner buts encaissés. Oh, voilà, ça s'affiche devant vous. Voilà. Donc, Dame, est-ce que tu as le joueur qui a effectué le plus d'avant-dernière passe, donc chances created, j'imagine, en toute compétition confondue dans les 5 grands championnats? Justement, non, c'est pas chances created, puisque c'est les avant-dernières passes. Ah, pardon. Ah oui, j'ai mal lu. Le plus d'avant-dernière passe. Oui. Donc, les second assists. Ouais, mais ça va être un peu longué pour le coup, parce que je l'ai pas sur le rankings. Donc, tu l'as pas sur le, on l'a pas sur le rankings? Non, on aura les secondes derrière, si, je crois. On n'a pas les secondes. Attends. Pas pratique. T'as pas rangé ta chambre correctement, les mus. Ouais, on a les avant-dernières passes décisives pour le coup. Ouais, c'est ça. Ouais, ça va être un peu long en vrai, parce que je suis obligé de te générer ça avec le... Écoute, oui, je peux te le dire, mais il va falloir payer et contacter nos commerciaux. Tu peux mettre le RIB de Damien dans le... Çalhanoğlu pour les avant-dernières passes décisives ou Payet peut-être même. Ah, je crois que Payet était pas mal, mais n'insistez pas, je vous dis que ça va être trop long. Après, on peut regarder les dernières passes avant un tir. Ouais, ça, tu peux le regarder. Ouais, bah oui, ça donnera. Ça, c'est dans mes cordes. Voilà. Non, mais je veux dire, ça va pas mettre. L'adresse mail, je te fais un 50 000. Il est bon. Il est bon. Les muts, toi, il y a un truc que tu aimerais savoir sur Marseille, sur. Bah, il y avait. Marseille, on n'a pas de... Non, je te dis, il y avait la stat des gardiens en Ligue 1. J'étais surpris de voir que c'était Benitez. J'aurais pas pensé. Et au final, tous les gardiens dont on a le plus parlé cette saison, ils n'étaient pas dans la liste. Du style. Donnarumma. Donnarumma. Ouais. Lafont, ça parlait de Lafont, il n'y était pas. Matt Sells, on en a beaucoup parlé aussi, il n'y était pas. Les deux gardiens de l'OM, ils y sont pas. Mmh. En tout cas, dans le top du classement. Ouais, carrément. Donc, aux dernières passes avant un tir. Alors qu'on parlait de Maignan, et cette stat, elle a beaucoup parlé pour Maignan, en sa faveur. En France, on n'a pas parlé de cette stat, tu vois. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et on parlait du gardien qui a la meilleure stat sur ça en Allemagne, c'est ça ? Ah oui, très intéressant, ça je l'ai trouvé par hasard. Est-ce que le nom de Stéphane Ortega te dit quelque chose, mon dame ? Ariel, mais Stéphane, non. Ouais, c'est ce que j'ai... Et on en a parlé il y a quelques jours dans le stream, le jour où tu m'en as parlé. Il est gardien de l'Arminia Bielefeld. Okay. Il est relégué, donc son club est relégué, mais lui, il a des stats d'enfoiré. Okay. En Bundesliga cette saison, il a le même ratio de tirs arrêtés que Manuel Neuer, alors qu'il joue à Bielefeld quand même. Il a évité 4 buts à son équipe. Et il effectue 4 arrêts par match, donc le mec est sollicité dans une team qui est relégable, donc qui concède beaucoup de tirs. Exactement, et en fait il est en fin de contrat, c'est pour ça qu'on en a parlé, et apparemment Manchester City va en faire la doublure d'Ederson. Je me demande, c'est pas fait ? Alors, apparemment non, je viens de regarder. C'est pas officiel, mais effectivement ils disent que, mais voilà, comme quoi, pareil, on Tazer, je connais avec Bundesliga Fantasy. Bah voilà, tu vois, c'est ce qui est bien aussi, c'est de se dire que parfois avec la data, tu peux avoir des joueurs que tu connais pas forcément qui vont ressortir et sur lesquels tu vas t'intéresser, tu vas creuser. Et du coup, moi, tu vois, Stéphane Ortega, personnellement, je suis de loin la Bundesliga. Je connaissais pas du tout ce gars-là. Il est allemand, il a 29 ans, je crois. Enfin, c'est pas un jeune premier. Et pourtant, voilà, c'est cool. Maintenant, tu vois, je jetterai un œil. Plus d'attention à ce mec-là. Pour voir ce que ça dit, quoi. Et ça, c'est une stat que tu as décidé de chercher toi-même ? Ou t'en as entendu parler, Loïc ? Non, j'ai cherché moi-même parce qu'en fait, sur Transfermarkt, je m'étais sorti la liste des mecs qui étaient en fin de contrat.
Et je regardais en gros les profils qui pourraient être intéressants, tu sais, qui pourraient fitter avec tel club de Ligue 1 et tout. Par exemple, t'as Nice qui a perdu Benitez, donc parti libre au PSV. T'as Lille qui a laissé repartir Gerbic à l'Atlético. Donc je m'étais dit, tu vois, peut-être qu'il y a un gardien en fin de contrat qui pourrait être intéressant. Et du coup, je suis tombé sur ce type-là. Et il y en a un aussi en Espagne qui est pas mal, qui joue peu, mais qui est à Alaves, je me souviens plus de son nom, qui est un genre ancien international dans la catégorie de jeunes, formé à Valence et tout. Et pareil, qui est libre, qui a 25 ans. Donc tu vois, tu te dis des fois pourquoi pas aller regarder. Alors bien évidemment, hein, là c'est la data, c'est juste elle te montre, elle dessine une flèche en disant regarde lui, il peut être intéressant. Mais après regarder, tu vois, des matchs du gars pour voir si ça peut être un profil sympa quoi. Je regardais dans les questions vite fait, il y avait quel joueur s'est mangé le plus de petits ponts. Alors ça, je pourrais pas te répondre. En revanche, je peux te répondre au joueur de Ligue 1 cette saison qui s'est le plus souvent fait dribbler. Après, très bon ça. Je me dis c'est pas cool en vrai parce que c'est des joueurs qui cherchent peut-être un club et tout. Arrive en disant bah dis donc lui là. Alors ne le prenez surtout pas. Mais c'est vrai qu'il y a un truc de fou dans ce classement, c'est que le premier est à 95 dribbles subis. Ok. Là où le deuxième est à 63. Donc ça te met. Il s'est fait martyriser. Oh la vache. On salue la famille de Laurent Bergel qui nous regarde. Lolo, voilà, désolé. Voilà. Mais cela n'enlève pas à moins tes qualités défensives. On peut trouver des statistiques positives sur Laurent Bergel aussi. Absolument. Absolument. Faut juste nous laisser 3h30, mais on va y arriver. On va y arriver. Non, franchement, il y a des trucs. Le joueur le moins actif en match. Ouais. Celui où il y a le moins de stats collectés par temps de jeu. C'est pas mal ça. Ouais, on peut regarder ça. Je réponds vite fait à la question d'avant, que c'était sur les dernières passes avant un tir. Ouais. Il y a un seul joueur qui a fait plus de 100 dernières passes avant un tir cette saison en Ligue 1. Il en a fait 122, donc un paquet de plus que les autres. Je kiffe la réponse. J'aime bien ce joueur en plus. Il s'appelle Benjamin Bourigeaud. 122 dernières passes avant un tir pour 12 assists et 11,7 expected assists. Donc finalement, tu vois, son nombre d'assists match relativement son nombre d'expected assists. Et on attend de savoir si Benjamin Bourigeaud va rester ou pas à Rennes. Alors attends, moi je vais répondre à MacDair18. Quel joueur court le moins par rapport à son temps de jeu? Donc en gros, le joueur qui court le moins par 90 minutes. On va faire ça. Donc on va mettre un minimum quand même peut-être de temps de jeu. Combien on met? 1000 minutes? Ça vous semble bien? Ouais. Et alors, hop, tac, où es-tu? Distance, hop, tac. Slim Sorar qui dit Hatem Ben Arfa le moins actif. Je me souviens d'un match en Angleterre où son coach s'aperçoit à la mi-temps qu'il a couru moins que le gardien et il le sort. T'imagines? C'est peut-être, enfin, un joueur de champ de moins. Ouais, mais c'est peut-être très probable. Pourquoi il veut pas me l'afficher? Minute, distance par 90. Qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est fou, Slim Sorar. Elle est ouf ton anecdote. Et tu les as donnés en Ligue 1 sur ça, normalement? Ouais, je crois. Ligue 1 PL et Bundesliga, normalement. Mais tu peux avoir un joueur précis par rapport au reste de l'Europe. Je n'ai pas compris. C'est-à-dire? Alors, par 90 minutes, ouais, mais voilà, faut que je filtre par minute. Tac. Faudra un truc. Le premier à 4 chiffres. Ah putain, elle est belle la réponse à la question du joueur le moins actif. Elle va faire plaisir à pas mal, je pense. Tu l'as? Ouais. Ah bah alors, pourquoi je regarde si tu l'as? Mais non, tu regardes les courses, toi. Moi, je regardais juste, elle a donné l'autre donnée. Ah ouais. Ok. Et bon, il y a deux lectures possibles. C'est de prendre un minimum de plus de 2 minutes jouées. Auquel cas, c'est la très belle recrue de la Saint-Etienne, la Ignacio Ramirez, qui nous venait de Liverpool, mais le Liverpool, oui, je sais, des vidéos. Il a touché 21 ballons en 122 minutes. Et sinon, si on prend un minimum un peu plus élevé, genre 200 minutes ou un truc comme ça, pour avoir des joueurs qui ont plus joué, il y a un joueur qui a touché 259 ballons en 1019 minutes. Donc genre 0,25 ballons par minute, en gros, un ballon toutes les 4 minutes, qui s'appelle Mauro Icardi. Voilà. Donc, voilà. Ah, mon Maurito. Génial. Ou Parin Joko. C'est le gardien de Clermont. C'est un gardien, donc excuse-moi, le nom ne me parle absolument pas. L'histoire sur Ben Arfa, c'était à Hull City avec Steve Bruce. Oh la vache.
Icardi, 3 petits points. 4 petits points même. Paul Bernardoni, Gauthier Gallon. Messi. Ah bah c'est Messi. C'est Messi. C'est le premier joueur de champ que j'ai avec 8 km par 90 minutes. Donc attends, là on est sur quelle stat là ? Le mec qui court le moins par 90 minutes en Ligue 1 cette saison. C'est Messi, donc c'est pas une légende. Non, t'as Jonathan Gradit devant, hein ? Hein ? Ah non, là je suis de l'autre côté. Tu me dirais Mbappé est pas loin non plus. En même temps, voilà, encore une fois, courir c'est bien, mais il faut. Après, ça serait marrant de croiser avec les courses à haute intensité entre les deux. Écoute, on va regarder. Entre Mbappé et Messi. Parce que, ok, Mbappé court pas beaucoup, mais quand il court quoi. Est-ce que je peux faire, cette fois, est-ce que je peux mettre mon minimum en sprint ? Hop. Tiens, c'est ouf, tu peux vraiment chercher ce que tu veux. Pas tout, mais oui, mais bon, il y a quand même pas mal de choses. Sacha, ah bah c'est Messi. C'est ce que j'ai dit, j'étais assez surpris. Dans les courses à haute intensité, attends, je vais garder que les joueurs de champ. Il faudrait voir ce que Messi courait quand il était au top. Je sais pas si on peut le faire. C'est pas. Non, je crois qu'on n'aura pas Non, parce qu'en fait, non. En fait, la façon dont on mesure cette donnée en Liga est pas la même que celle dont on mesure en Ligue 1. Donc ah ouais. Ouais. C'est marrant. On fait pas appel aux mêmes prestataires. Alors, celui qui a le moins de courses à haute intensité, donc par 90 minutes, c'est Mamadou Sakho. En même temps, t'as Verratti qui est 3e Pierre quand même. C'est pas mal. Là, c'est des courses à haute intensité, donc c'est plus de 18-20 km/h. Je crois que c'est 22,5 si je dis pas de bêtises. km/h. Mais je n'ai pas l'assurance. Et Messi, il est dans les pires aussi, ouais. Tu vois, je crois que c'est le pire attaquant aussi. Okay. Si tu regardes, parce que là, il n'y a que des milieux de terrain. Et à l'inverse ? Et les meilleurs ? Ouais, les plus grands. Enfin, celui qui... Alors, on a Irving Cardona. Donc ça, c'est les mecs, dès qu'ils courent, ils courent à plus de 22 km/h. Celui-là, il est intéressant. Dame, c'est pas à toi que je vais la prendre, mais Malo Gusto. Non ? T'es pas hypé du tout ? J'ai un peu de mal avec la façon dont les Lyonnais érigent en star international le moindre jeune du centre de formation qui sort et qui a 18 ans, donc j'attends de voir. Mais peut-être. Mais ça a l'air pas mal. Ouais, non, disons Lyon, mais je serais plus mesuré que la... Ah non, t'es pour Paris. Mais... Et Mbappé, il est par où ? Jean-Mur dit Icardi, il donne toute la nuit avec Vanda, normal que pendant les matchs il soit plus à 100%. Icardi démarre les matchs déjà entamés physiquement. Ouais, alors, le truc c'est qu'Icardi il était déjà avec Vanda à l'Inter et je peux vous dire en tant que supporter interiste que le Icardi qui est à Paris est méconnaissable par rapport à celui qui était à l'Inter. Est-ce qu'on peut chercher vous l'avez défoncé. Est-ce qu'on peut chercher une stat sur le nombre de conneries que Jean-Mur sort par rapport aux messages qu'il poste dans le chat et croiser ces données? C'est vrai qu'on pourrait. Parce que je pense que là, tu pètes les records, Jean-Mur. Oui, dit pas avec tu fais des nuits blanches et tu perds ton boulot au bout de 15 jours, nous dit Slim. C'est pas faux. Ou t'en gagnes un. Voilà. Oui, ça peut aussi, ça peut être ton. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont accès à cet outil ? À l'outil en tant que tel. Ou des clubs ? Des clubs. Vous êtes client avec des clubs ? Oui, mais ils n'auront pas accès à cet outil-là pour autant. Ils ont accès à d'autres outils différents. Là, en fait, on est sur un outil qui est plus destiné aux médias, finalement. Donc là, ce qu'on montre aux gens, quand même, c'est assez exclusif. Il y a très peu de médias qui ont accès à ça en France, effectivement. Et nous, ouais. Donc les gens se rendent compte quand même le travail qu'on s'attelle à faire pour eux. De ouf, hein. Soyez reconnaissants. Faites des bisous dans le chat. Donner de l'argent, c'est un coup. Mais en vrai, ouais. Après, t'as des clubs qui sont clients chez nous ou chez d'autres prestataires de data et qui vont payer pour des trucs similaires, mais on va être dans des logiciels un peu différents que je peux pas montrer là. Mais où là, par exemple, quand tu vois ces données-là, où tu vois les sprints, tu vas pouvoir peut-être cliquer sur la donnée sprint pour avoir les vidéos, les visuels de quand est-ce que c'était, etc., pour voir l'image, etc. Donc c'est des métriques un peu différentes. Mais là, pour les médias, ouais, c'est une donnée qu'on... Parce que il faut expliquer, parce qu'on a expliqué beaucoup qu'est-ce que c'est les data, etc. Mais le modèle de Opta, c'est ça aussi, c'est de vendre son outil à des médias, à des clubs. L'outil assez peu finalement, c'est pas l'outil qu'on va vendre, c'est plus ce que nous on va en tirer de cet outil. Nous en tant qu'équipe éditoriale à Opta, donc des équipes éditoriales, t'en as pas dans toute l'Europe, mais t'en as dans pas mal de pays. On a fait les chaises musicales littéralement. Je me suis pas encore assis là. Mais... Tu veux qu'on échange ? Allez, viens. On le fait vraiment en plus. Tu t'es pas encore assis là, Mais je suis heureux de dire que Damien est maintenant streamer. Exactement. Non, mais en fait, du coup, ouais, voilà,
Putain, une partie des... je suis perdu. En fait, c'est quoi votre modèle en fait? Vous vendez pas l'outil, mais vous vendez des données. On vend l'analyse qui en est faite, c'est-à-dire que la plupart des médias qui sont clients d'Opta, donc c'est le cas d'RMC, mais c'est le cas de quasiment tous les diffuseurs, de tous les diffuseurs en France, et c'est le cas de certaines entités, genre la Ligue de football professionnel, certains clubs, etc. Certains clubs sur l'aspect média, donc c'est l'aspect communication sur Twitter, l'aspect site internet, etc. Ils vont faire appel à nous pour ce qu'on appelle les OptaFacts. Donc ça, c'est les petites données que vous voyez sur nos comptes Twitter, OptaJean, OptaJoe, etc. Les petites données un peu rédigées. Et ils vont faire appel à nous pour le volet requête, c'est-à-dire que dès qu'ils vont faire un article sur un joueur, un article sur une équipe, etc., ils vont nous solliciter pour dire voilà, je voudrais parler du fait que Icardi court absolument pas, c'est terrible. Est-ce que vous avez des données qui vont en ce sens-là? C'est Icardi, tranquille. Commande des données en gros. En gros, c'est ça. Et donc ça, c'est une grosse partie de notre boulot au jour le jour, finalement, c'est que des exemples comme ça, on a en moyenne, je sais pas, une dizaine par jour de clients qui vont nous solliciter. Ça va de l'équipe à France Foot, en passant par beIN, Canal et RMC, même si RMC le fait moins parce que ils ont Loïc. Donc Loïc fait une bonne partie du boulot et il va nous solliciter seulement quand c'est des données que vous n'avez pas, qu'il n'a pas accessible via son outil. Mais sinon, mon outil. Là, par exemple, regarde, t'as Sorar, Slim Sorar qui fait référence à Sorar justement. Je pense dans le chat vous êtes pas mal à connaître le site Sorar. Sorar, c'est Opta par exemple, ça passe par une API du coup. Exactement. En fait, du coup, moi je m'occupe de l'équipe éditoriale, donc on a pas affaire à Sorar concrètement. C'est-à-dire que les données qui sont collectées pendant un match, elles vont arriver via des flux à Sorar directement, qui va les intégrer sur son site et les mettre à disposition pour certains en tout cas des utilisateurs de Sorar. Mais ça, c'est vous derrière en tant que joueur de Sorar qui allez faire votre propre analyse, choisir vos joueurs, votre tambouille avec les données que vous avez à disposition. Nous, on a un outil, voilà, celui que vous venez de voir, d'autres aussi, on en a pas mal d'autres d'ailleurs, et on va travailler avec les différents médias pour leur donner des données rédigées, contextualisées sur une requête donnée. Mais Sorar n'a pas besoin de nous pour ça, n'a pas besoin de faire un contenu rédigé, ils ont besoin de mettre à disposition de leurs utilisateurs des données. Donc ça, c'est des flux, c'est passe effectivement par des API. Et par exemple, sur un football manager, est-ce que vous avez affaire avec eux ou pas? Ou ils s'occupent de leur côté, de leur stats? Non, effectivement, je crois qu'à l'époque, c'est Amisco qui en premier a bossé avec Football Manager, et Amisco en fait a été racheté par Stats, et Stats a fusionné avec Opta. Donc in fine, c'est la même entité. Ouais. Sur des jeux comme ça avec des grosses bases de données, ça m'étonne pas. Il y a le roi Kiefer qui dit, savez-vous, vous pouvez trouver les stats de kilomètres parcourus gratuitement après les matchs. J'ai l'impression que cette stat est introuvable. Elle était introuvable. Ouais, en fait, bon déjà j'ai pas grand intérêt à te le dire puisque mon intérêt c'est que aussi vous payez pour avoir les données Opta, mais vous pouvez trouver cette stat gratuitement. Mais vous pouvez m'écrire par mail et m'envoyer un PayPal, on y revient. non mais pour être tout à fait transparent avec toi, certaines ligues ont plus tendance que d'autres à mettre à disposition ces données-là. En France, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué de communiquer sur ces données-là, puisque les clubs veulent les garder relativement privées, secrètes. Ouais. En revanche, si tu kiffes la Bundesliga, je crois qu'elles sont sur le site officiel de la Bundesliga. Ouais, c'est la Champions League par exemple aussi, les kilomètres parcourus, ouais. Donc certains sont plus frileux que d'autres. Ça viendra peut-être pour la Ligue 1, mais aujourd'hui, la LFP est aussi tenue de faire entre guillemets plaisir à ses clubs, donc c'est pour le moment pas le cas. Je t'invite à mettre ton mail dans le chat, parce que ça fait déjà 2 ou 3 fois que... Enfin, si t'es toujours ok. Tu sais quoi, je vais mettre mon mail perso, parce que comme ça, s'il y a des cochonneries, ce sera pas sur... Damien est en train de vous écrire son mail pour que vous puissiez lui envoyer vos candidatures. Fais pas comme l'ému, parce que lui, t'as vu, il a pas mis son mail perso pour le renouvellement de son abonnement. C'est bon? Je préfère pas mettre le mail pro en vrai, parce que sans doute que 99,9% d'entre vous sont très bien intentionnés, mais s'il y a les 2-3 coquins dans l'histoire, au moins ce sera sur mon mail comme pro. Comme un certain Alexandre des DM. J'espère quand même qu'il est parti s'occuper de sa charretante ou de son chat depuis. Il va pas rester toute l'émission. Ouais. Tu mérites pas. Mais leurs chiffres sont bons. ça continue à chicoter entre foot PSG et Vormis. C'est bon ça. C'est déjà arrivé qu'Opta fasse une erreur et que vous transmettiez une erreur à un client?
Putain, Alex est encore là. Oui, c'est évidemment arrivé. On essaie de faire en sorte que ça arrive le moins possible. À chaque fois qu'un client nous fait une requête, il y a quelqu'un chez nous qui va la faire, une autre personne qui va la checker pour s'assurer qu'il y a le moins d'erreurs possible. En revanche, le risque zéro n'existant pas, fatalement, il arrive de temps en temps sur le volume de requêtes qu'on traite sur une saison, qu'il y en ait une ou deux où il y a des bêtises qui sont envoyées. Et moi, je vais vous donner une petite anecdote parce que comme Damien m'a taillé tout à l'heure, je vais me tailler moi-même. Non, je vais pas te faire ça quand même. Je veux pas t'afficher devant toute la France, même si t'en as fait une belle une fois, je m'en souviens. Mais en fait, une fois, on a eu un gros problème. Donc, quand je bossais chez Opta, on était à Londres à l'époque, et on a eu un gros problème de courant dans la tour dans laquelle on travaillait. Donc, du coup, blackout. Donc, moi, je savais pas trop quoi faire. Donc, j'appelle mon boss de l'époque et je lui dis, qu'est-ce que je fais et tout. Il me dit, je sais pas. Je lui dis, il y a plus d'internet. Comment je fais pour travailler ? Je peux plus travailler. Bon. Et en fait, c'était un samedi, et le samedi, Opta envoie ce qu'ils appellent donc les OptaFac d'après-match, donc des stats éditorialisés à tous leurs clients sur les matchs de Ligue 1 qui viennent de s'achever. Et moi, ces matchs commençaient. Donc, comme j'avais pas d'internet, je me suis dit, je vais retourner chez moi. Donc, j'ai pris mon PC, je suis rentré chez moi. Et j'ai essayé tant bien que mal avec mon petit ordinateur, le même qu'à Damien, de regarder à la fois les matchs et de collecter les stats. Et je me souviendrai toujours, il y avait un lance-messe qui se déroulait. Et en fait, comme j'étais sur 50 000 trucs, en plus, ça faisait pas très longtemps que j'étais chez Opta, donc j'étais pas super calé, super serein. Un lance-messe qui finit un partout. En 8, je fais les trucs, j'envoie au client et tout, et en fait j'envoie dans la précipitation, je fais pas gaffe, je me relis pas bien, et en fait il n'y avait pas eu un partout, il y avait eu 2 pour Metz. Donc en fait j'ai tout ce que j'ai envoyé sur le lance-Metz, c'était faux. Genre Metz et Lens se sont quittés sur un match nul 3 fois lors des 4 derniers, c'est faux. Lens n'a pas perdu, c'est faux. Machin a marqué, c'est faux. Donc j'ai envoyé que de la merde. Voilà. Dinguerie. Pour répondre, je sais plus qui posait la question, mais évidemment, mais c'est ce que disait Dame tout à l'heure. Après, c'est fait par des êtres humains, la collecte est faite par des êtres humains, donc on peut pas avoir 100% d'exactitude, même si ça frôle le 99,9%. Et pareil pour l'éditorial, il faut bien savoir que ce sont des gens qui sont derrière, n'importe qui, on est tous humains. Des fois, il arrive qu'il y ait une saucisse qui passe. Après, ce que disait Dame, l'important c'est d'en faire le moins possible déjà, mais il en va de la crédibilité en fait de la boîte auprès des clients. Et si tout le monde travaille avec Opta, c'est que les saucisses, il y en a pas souvent, mais ça peut arriver clairement, ouais. Et après, on peut aussi envoyer des données correctes qui sont mal reprises par le client. Ça arrive des fois. On en revient à la question de tout à l'heure, savoir si ça a été détourné, si vous avez des datas qui sont détournées pour changer la signification. Tu données. Parlais de l'équipe, l'EMU. Il y a des fois, on s'est réveillé le matin avec l'équipe, pas que l'équipe, mais comme c'est écrit et imprimé, avec des trucs en se disant. Mais qui a envoyé ça hier, tu vois non, mais moi j'ai pas envoyé ça du tout. Et tu regardes les trucs et tu fais non mais vous avez pas compris en fait le truc. Et après alors des fois c'était amende honorable en disant non ouais effectivement on s'est trompé, on a mal interprété le truc. Ou des fois c'était juste ta gueule, on a changé le truc. J'ai changé la stat, je t'emmerde. Donc clairement, froidement. Ok, vas-y. À plus tard. Bon merci en tout cas les gars. Et de rien. Libère-nous parce que là c'est l'heure de l'apéro est déjà passée depuis longtemps. Désolé pour mais en tout cas c'était cool, ça a glissé, c'était fluide. Ça fait plaisir. J'espère qu'on aura réconcilié. Regarde. Je sais pas. Non, c'est foot PSG et Bambi, c'est pas. Mais regarde, t'as Trade 34, merci pour ce stream, c'était super intéressant. Voilà, c'est un truc qu'on voulait faire avec Loïc et qu'on voulait faire avec toi Damien depuis quelques semaines. Et c'est cool d'avoir pu enfin le faire, d'avoir pris le temps de le faire.